Tous, j'aurais voulu que ma voix porte pas assez parce que la salle serait archi-comble et qu'on s'entendrait guère. Et ainsi va la vie. Nous ne sommes pas assez nombreux, pour une part par notre faute à nous. Nous n'avons pas fait attention que c'était aujourd'hui la journée internationale pour la paix. Et dans cette ville de Montluçon, fort heureusement, il y a une manifestation sur la place Piquant. Mais merci de vous être déplacés, peut-être qu'on sera rejoint par d'autres personnes. Merci à notre intervenant ce soir, Michel Lulec, qui vient, il vous l'expliquera mieux, mais disons quelque part entre Creuse et Limousin. Nous, avec cette rencontre de ce soir, nous aurons notre 13e saison, puisque nous avons commencé en 2011. Notre visée de cette année, vous l'avez vu dans l'invitation, mais je le rappelle, il est grand temps que les citoyens prennent leur vie en main comme le devenir du pays. Rêverie dépassée, utopisme inconséquent, à vous de voir et de le dire tout à l'heure, mais plus nous avançons dans les temps qui passent et plus nous sommes convaincus de cette idée. Sans être prétentieux, je pense qu'on peut dire que cette affirmation, qui est reprise ailleurs et qui va être formulée d'une autre façon par Michel Lulec, c'est ouvrir comme une nouvelle ère dans la vie humaine. Mais aussi un retour à notre histoire. La Commune de Paris, 1945-1947, c'est des moments forts pour ne prendre que ces deux-là. Nous avons choisi dans ce rôle et le pouvoir du peuple le domaine économique. Et ce soir, nous recevons, il va me corriger tout à l'heure, Michel, nous recevons Michel Lulec d'Ambiance Bois. C'est pas seulement ça, mais vous verrez. D'ailleurs, je vais le laisser se présenter lui-même, mais comme je suis pas beaucoup résistant quand je vois un texte qui retient mon attention, je vais vous lire ce petit dépliant que vous trouverez, que vous pourrez emmener, diffuser autour de vous. Je vous lis une phrase qui semble en quelque sorte, ne m'en veuillez pas, mais quelque part coïncider avec le mot d'ordre qui est le nôtre. Le syndicat de la montagne limousine a été créé en 2019 car nous ne voulions pas être les éternels spectateurs et spectatrices d'un monde qui n'en finit pas de s'effondrer. Parce qu'aucun gouvernement n'apportera de solution, il est temps de porter nos espoirs et nos forces ailleurs. Vous avez la parole. Merci. Alors, ce que je vous propose, et je vais me présenter rapidement et vous dire de quoi on m'a demandé de parler, qui sont des expériences concrètes, réelles, qui existent depuis un certain nombre de temps. Voilà, alors moi je fais partie, avec quelques amis, dans les années 80, à la fin des années 80, on s'était connus dans des mouvements d'éducation populaire, et dans l'éducation populaire, je vois que le mot est encore derrière moi, qu'est-ce qu'on dit aux gamins, qu'est-ce qu'on dit aux ados, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, prends-toi en main avec les autres, tout est possible. Et ce qu'on expérimente généralement dans ces mouvements d'éducation populaire, c'est qu'effectivement, tout est possible. On veut descendre la Dordogne sur des toits d'estafette, eh ben, on le fait. On veut faire un cirque, eh ben, on le fait. Et voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, on dit, maintenant, la société, on va dire, pour faire vite, elle nous dit, maintenant, les choses deviennent sérieuses, faut aller travailler, et donc là, tout n'est pas possible. Hein? Il y aura quelqu'un qui va décider pour toi, ça s'appelle un patron, ça s'appelle un DRH, ou alors, si tu as la niaque, c'est toi qui décideras pour les autres et qui dira aux uns et aux autres ce qu'il faut faire. Alors, nous, à cette époque-là, donc fin des années 80, on se dit, mais en fait, s'organiser par nous-mêmes, collectivement, on a envie de poursuivre ça et on n'a pas envie de se trouver dans cette situation, patron, ouvrier, etc. Et c'est comme ça qu'on a eu la volonté d'expérimenter, c'est un mot qu'on employait beaucoup, qu'on emploie toujours, d'expérimenter une autre manière de travailler qui soit plus collective, qui soit égalitaire,
où les décisions sont prises ensemble, c'est-à-dire en fait ce qu'on avait vécu et ce qu'on nous avait dit quand on était gamin dans le mouvement d'éducation populaire, de le vivre au sein de l'entreprise. On n'était pas à l'époque des militants, enfin on n'est pas non plus dans le sens des militants politiques, c'est-à-dire on n'était pas engagé par exemple dans un syndicat ou dans un parti politique, parce qu'on pensait, et j'ai tendance à le penser encore aujourd'hui, que c'est pas comme ça qu'on change le monde, quoi. Que la société, évidemment il faut quand on a au gouvernement les gens qu'on a actuellement, c'est moins bien que si on en avait d'autres. Mais globalement, c'est pas comme ça qu'on change les choses. Et donc nous, on s'est dit, on va essayer d'expérimenter à notre échelle, et en l'occurrence à l'échelle d'une entreprise, un fonctionnement où, pour reprendre vos mots, on va prendre en main notre devenir et où on va être les artisans de ce qu'on va fabriquer. Et donc, on a créé une entreprise qui s'appelle Ambiance Bois, qui est une entreprise de transformation du bois, scierie, raboterie, qui construit aussi des maisons en bois, qui existe toujours. Moi, j'y ai travaillé pendant 20 ans, et qui emploie aujourd'hui alors, on est installé sur le plateau de Millevaches, en Limousin. On est en Creuse, dans une petite commune qui s'appelle Faux-la-Montagne, et qui emploie aujourd'hui 25 personnes. On a commencé à 6, puis 8 à la fin de la première année, etc. Mais ce qui nous intéressait là-dedans, je ne vais pas vous raconter tout en détail parce que sinon il y en aurait pour des heures, et si vraiment vous êtes intéressé, on a raconté tout ça dans un livre qui s'appelle « Si on travaille autrement », il y en a quelques-uns là. Et donc, si vous voulez en savoir plus, on pourra toujours en reparler tout à l'heure. Mais ce qui nous intéressait, c'était pas tellement le bois, c'était pas tellement de faire des maisons en bois, bien que ça ne nous intéressait pas complètement non plus. Mais ce qui nous intéressait, c'était de voir comment, à l'intérieur d'une entreprise de production, on pouvait avoir une organisation qui subvertissait d'une certaine manière les rôles traditionnels, et qui faisait que les gens qui faisaient étaient ceux qui décidaient. On disait souvent ça à l'époque. Et donc on a dit, on va faire une entreprise où toutes les décisions sont prises collectivement, où on se payera tous le même salaire, où on ne fera pas tous le même boulot, donc on tournera sur les postes, et on s'efforcera en particulier de faire en sorte que chacun ait à la fois des tâches de production, concrètement empiler des planches toute la journée, ce qui n'est pas en soi un truc hyper épanouissant, mais aussi avoir un pied dans le bureau, c'est-à-dire que la personne qui va faire la comptabilité, ou qui va suivre les commandes clients, ou qui va faire les devis, elle soit aussi à la production, et inversement. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pendant jusqu'à maintenant, avec une équipe qui s'est étoffée petit à petit, et dont les grands principes que je viens de vous présenter ont toujours été tenus, avec évidemment des modalités différentes, hein. C'est-à-dire que, comme je vous disais, c'était une expérimentation. Donc quand on expérimente, des fois on se plante. Donc essai, erreur. Bon, on ne va pas faire des rotations sur les postes de travail aussi fréquemment qu'on l'imaginait, parce qu'on s'aperçoit que ça coince. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'il y a les goûts des personnes, les talents, et donc on ne va pas imposer à quelqu'un qui est absolument pas à l'aise dans un type de travail de le faire. Donc tout ça s'adapte, se discute, se réfléchit, mais toujours collectivement. C'est-à-dire, c'est jamais un noyau dirigeant ou un chef d'entreprise qui va décider pour les autres. À tel point, du reste, je raconte l'anecdote, parce que c'est une manière d'illustrer les choses, que à Ambiance Bois, il y a ce qu'on appelle un PDG. Pourquoi? Parce que Ambiance Bois a un statut très particulier. Donc on parlait de SCOP tout à l'heure, c'est pas une SCOP, c'est une société anonyme à participation ouvrière. Bon, je vous raconterai l'histoire des SAPO si vous voulez, mais ce n'est pas tout à fait notre sujet. Mais c'est un statut qui est ancien, 1917. Mais c'est un statut, il a dû avoir, dans toute l'histoire, plus d'un siècle, peut-être 20, 30 sociétés anonymes à participation ouvrière. La spécificité de la société anonyme à participation ouvrière, c'est qu'à côté des actions à côté des actions de capital, c'est-à-dire les gens qui ont amené de l'argent, on crée des actions de travail
qui sont la propriété collective des gens qui travaillent dans l'entreprise, les salariés. Et dans le cas d'Ambiance Bois, on a décidé qu'il y aurait autant d'actions de travail que d'actions de capital. Je vous dis ça pour vous décrire rapidement ce que c'est qu'une SAPO. Mais une SAPO, c'est une société anonyme, certes à participation ouvrière, mais elle relève de la loi sur les sociétés anonymes, et donc il y a un PDG. Et donc nous, on s'est dit, bah, un PDG, comme de toute façon il n'aura aucun rôle dans notre organisation, on va mettre l'un d'entre nous. Alors on a choisi celui qui présentait mieux, parce qu'au début on est allé voir les banques, etc. Il avait une maîtrise de droit des affaires, donc c'était lui qu'on a mis PDG, étant entendu qu'il n'avait pas plus de pouvoir que tous les autres membres de l'entreprise. Et donc il est resté 13 ou 14 ans PDG. Puis au bout de 14 ans d'être PDG, il y a quelqu'un dans l'équipe de travail, qui s'était largement étoffé entre-temps, une fille, Marie-Odile, qui a dit, quand même, si on dit que le PDG, c'est pas du tout important, le fait qu'il y en ait un qui soit depuis 14 ans, est-ce que ça induit quand même pas des choses? Et donc, à partir de ce moment-là, dans l'équipe, on a décidé de changer de PDG tous les ans et de tirer au sort le PDG. Ce qui continue à se faire. Alors maintenant, c'est tous les 2 ans, comme ça évite une formalité au greffe et 400 € de dépenses. Et donc, et en fait, ce qu'on a constaté, voilà, on reste dans l'expérimentation, c'est que globalement, ça n'a rien changé. Donc, c'était aussi une manière de voir, voilà, donc c'était une manière de subvertir un statut juridique qui, théoriquement, impose un rôle spécifique aux dirigeants de cette entreprise. Voilà. Après, moi, après 20 ans dans le bois, j'ai changé de métier, toujours à Faux-la-Montagne, et j'ai rejoint une entreprise de rédaction, donc où on rédige pour des guides, pour des journaux, différents textes, peu importe le métier, le concret du métier, sous une forme de SCOP, cette fois-ci, Société Coopérative de Production. Alors, on est beaucoup moins nombreux, c'est beaucoup plus petit comme entreprise. Actuellement, on est 4 salariés associés. Et évidemment, on fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire qu'on décide ensemble, on a le même salaire, les salaires égaux, quelle que soit l'ancienneté, quelle que soit... Là, je vais prendre ma retraite dans quelques mois, donc on a embauché quelqu'un qui va me remplacer, qui va prendre son boulot au 1er octobre. Ben, cette personne, elle va arriver et elle aura le même salaire que tous les autres collègues. Voilà, c'est des règles comme ça. Donc voilà, comment prendre en main le pouvoir sur le travail, c'est comme ça qu'on a petit à petit, qu'on a essayé de le faire, à la fois dans cette société anonyme à participation ouvrière qui est Ambiance Bois, puis à la fois pour ce que je vis aujourd'hui dans cette SCOP qui s'appelle La Navette. Mais vous voyez bien que une expérience comme ça au sein du travail, c'est une manière de vivre, c'est un peu comme l'éducation populaire dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un positionnement politique dans la société, c'est-à-dire en gros qui décide pour qui comment sont prises les décisions, comment on peut influer sur les événements et les décisions qui sont prises dans notre environnement. Et on est sur un territoire, le plateau de Millevaches, où il y a eu et il y a de plus en plus une vitalité très importante en termes de vie associative, en termes d'initiatives collectives. Et Ambiance Bois en est un exemple qui date maintenant de 35 ans, mais on a fait une télé locale qui s'appelle Télé Millevaches, qui existe toujours, il y a une radio associative, enfin il y a vraiment une dynamique comme ça. Et tous ces gens-là, toutes ces initiatives, aussi différentes soient-elles, et tout le monde n'étant pas d'accord sur tout, il y a des cultures politiques qui peuvent être différentes, il y a des priorités, des gens qui préfèrent avancer sur tel sujet plutôt que sur tel autre, etc. Mais néanmoins, on s'est aperçu qu'on portait à peu près un projet pour le territoire dans lequel on vit, qui est à peu près identique, qui porte les mêmes valeurs et qui a à peu près les mêmes positions. Et il nous a semblé important à un moment que, en tant qu'habitant d'un territoire, ou en tant que citoyen, si on veut employer ce mot-là, on avait aussi un rôle à jouer, mais que on trouvait un petit peu dommage que le rôle se soit cantonné à simplement l'association dans laquelle on est actif, l'entreprise
qui existe, dans laquelle on travaille, et on a voulu se doter d'un outil plus puissant, même s'il reste encore modeste, en non pas fédérant, il ne s'agit pas de réunir tout le monde, etc., mais en créant une espèce de chapeau qui nous permettrait d'être collectivement plus forts. Et c'est ce qu'on a appelé le syndicat de la montagne limousine, qui est donc un syndicat d'habitants et d'habitantes, alors qui n'a pas, c'est pas un syndicat comme un syndicat de salariés, mais on a pris ce mot de syndicat, on a beaucoup réfléchi sur le mot. Bon, c'est comme des fois vous passez des heures à dire comment on va appeler ça, puis à un moment il faut trancher, et bon, on a tranché, on a gardé ce mot-là. Mais on a gardé ce mot-là pour deux raisons, ce mot de syndicat, la montagne limousine étant notre espace géographique, notre territoire, on appelle indifféremment plateau de mille vaches, montagne limousine, bon, voilà. Mais pourquoi on a pris ce mot de syndicat? Parce que dans syndicat, il y a une dimension de défense des intérêts de ses membres, c'est-à-dire on se bat pour améliorer notre condition, pour défendre des acquis, pour défendre par exemple des services publics ou des choses comme ça. Mais et là on pense évidemment aux syndicats de salariés, aux syndicats, etc. Mais dans le mot syndicat, il y a aussi la construction. Et le syndicat de ramassage des ordures ménagères, ou le syndicat d'électrification, ou le syndicat d'initiative. C'est-à-dire qu'on est aussi dans la construction de quelque chose. Et donc c'est pour ça que ce groupement d'habitants informel, ça s'est appelé syndicat de la montagne limousine. Voilà, je me suis présenté, je vous ai dit 2 mots sur Ambiance Bois, je vous ai dit 2 mots sur la navette dans laquelle je travaille, je vous ai dit 2 mots sur le syndicat de la montagne limousine. On peut poursuivre en s'interrogeant, et si vous le voulez, et en répondant, je vous en dirai plus. Oui, une simple question. C'est très intéressant, franchement. J'avais assisté déjà à Fralib ici, et comment on appelle ça, la librairie là, de... Les volcans. Les volcans. Je trouve que c'est extraordinaire parce que vraiment, c'est la classe ouvrière, contrairement à l'URSS, la classe ouvrière qui se prend en main complètement, totalement. Voilà, je voulais poser une question. Par exemple, pour embaucher quelqu'un, c'est tout le monde qui décide, et pareil pour éventuellement si quelqu'un dysfonctionnait, est-ce qu'on peut le licencier? L'accord de tout le monde, parce que voilà mes 2 questions. Et 3e question, celui qui s'en va à la retraite, est-ce qu'il emmène ses actions ou est-ce qu'il les laisse? Voilà 3 questions. Alors, c'est technique, hein, un petit peu comme... Oui, c'est un peu technique. Ouais. Alors, enfin, les premières ne le sont pas vraiment, parce qu'on est dans l'organisation. Quand on dit qu'on veut prendre les décisions collectivement, ça ne veut pas dire qu'on va prendre toutes les décisions collectivement. Et je ne sais pas, moi par exemple, s'il faut changer l'ordinateur, on ne va pas se réunir à 25 pour savoir quelle marque d'ordinateur on va choisir pour remplacer celui qui est défaillant. Donc il y a beaucoup de décisions comme ça, des décisions logiques du terrain qui sont prises par les gens qui sont concernés. Par contre, il y a des décisions importantes qui, elles, nécessitent obligatoirement l'avis de tout le monde. La question de l'embauche en est une. C'est-à-dire que quand il y a un nouveau salarié qui arrive dans l'entreprise, il faut que tout le monde soit globalement d'accord. Quand je dis globalement d'accord, c'est-à-dire que on dit, voilà, par exemple, l'équipe chantier à Ambiance Bois a besoin de quelqu'un, elle a rencontré quelqu'un, elle est prête à l'embaucher, ça va être présenté à tout le monde, et s'il n'y a pas un veto de quelqu'un, pour une bonne raison, hein, si vous êtes contre, il faut argumenter, il ne faut pas dire sa gueule ne me revient pas. Hein. À ce moment-là, l'embauche n'aura certainement pas lieu. C'est arrivé une fois avec quelqu'un il y a plusieurs personnes qui disaient non, je crois que ça ne va pas fonctionner du tout. Mais en règle générale, on fait le pari que ça va fonctionner. Alors ensuite, ça c'est la première réponse. La deuxième, c'est le cas, vous dites, de quelqu'un qui dysfonctionne. Alors, ce n'est pas forcément pour faire un licenciement, mais les gens qui dysfonctionnent, ça arrive tout le temps. Enfin, ça arrive régulièrement. Alors là, je vais vous dire, on n'a pas un DRH qui vient régler le problème. Du coup,
ça prend du temps. C'est-à-dire qu'en règle générale, c'est un problème qu'on se traîne plus longtemps que dans une boîte classique où ce serait réglé par un licenciement ou une mutation. Donc ça prend du temps. Et là encore, je dirais que les modalités sont très variées. C'est-à-dire que dans certains cas, c'est un petit groupe de personnes qui en discutent et qui met le sujet sur le tapis, etc. Mais vous voyez bien que là, en fait, on touche autre chose que simplement du droit du travail ou de la législation. On touche comment les hommes et les femmes ont fait des choses ensemble et comment les relations humaines comment on gère les relations humaines. Et du coup, là, je vais vous dire que je n'ai pas une solution miracle à dire c'est formidable, ça se passe toujours très bien. Alors, des fois, ça se passe correctement, des fois, ça se passe conflictuellement, comme dans tout groupe et dans toute structure existante. C'est pas courant, ça. C'est pas courant, mais c'est arrivé. C'est arrivé. Alors, je pense à deux exemples. Un fonctionnement avec quelqu'un avec lequel ça ne pouvait pas fonctionner. Ça a été discuté avec lui, etc. Et alors, je crois que ça s'est traduit par une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça. Et ça, voilà, ça s'est bien terminé. Enfin, ça s'est bien terminé. On a trouvé une solution. Il y a eu aussi des fois quelqu'un qui dysfonctionne. Et à ce moment-là, il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure. Parce que les fonctionnements que nous avons sont aussi des fonctionnements qui sont basés sur deux choses. Dans le travail comme ça. D'abord, ça fonctionne sur le volontariat. C'est-à-dire que si quelqu'un vient bosser à Ambiance Bois ou venait bosser à la Navette ou dans d'autres structures du même genre en disant « Ah écoutez, moi, je viens pour bosser, mais me faites pas chier avec des réunions pour réfléchir sur l'avenir de l'entreprise. » On dira « Écoute, ta place n'est pas là. » Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas quelqu'un à qui on va donner des ordres et tu feras ça, tu feras ci et tu t'en vas. Voilà. De la même manière que si quelqu'un arrivait en disant bon les petits gars là c'est sympa votre entreprise mais alors moi j'ai des idées, on va changer l'organisation. Non, ça peut pas fonctionner comme ça. Donc volontaire, il faut que les gens soient sur mon premier exemple de personnes, il faut que les gens soient volontaires. C'est-à-dire que dans le recrutement, le fait de dire qu'on fonctionne comme ça est aussi important que le fait des compétences techniques, par exemple. Il y a même eu des exemples, alors je pense qu'on ne le referait plus aujourd'hui, mais dans le passé, où on a embauché des gens qui n'avaient absolument aucune compétence et qui les ont acquises sur le tas. Et vous voyez que le temps d'acquérir ces compétences, c'était un pari. Mais c'était des gens qui avaient envie de bosser avec nous sur ce fonctionnement-là. Et à ce moment-là, c'était plus important pour nous de travailler avec quelqu'un qui ne remettrait pas en cause ce fonctionnement que quelqu'un dont la compétence professionnelle serait top. Et troisième chose, votre troisième question, c'était... Retraite, action. Est-ce qu'ils font des actions quand ils partent? Ah, voilà. Alors là, il faut répondre différemment pour Ambiance Bois, qui est une SAPO, et pour la Navette, qui est une SCOP. Dans la SAPO, donc c'est un statut tout à fait... même les gens qui font de l'accompagnement à la création d'entreprise, en règle générale, ne savent pas que ça existe. Vous pouvez faire le test, leur demander, vous savez ce que c'est qu'une SAPO? Alors, dans le cas de la SAPO, il y a des actionnaires de capital. Par exemple, moi, au début, quand j'ai créé Ambiance Bois avec mes amis, j'ai mis de l'argent. Ça, c'est la part de capital. Donc moi, je ne travaille plus à Ambiance Bois, mais je suis toujours actionnaire de capital. Je suis toujours propriétaire de ces actions de travail. Et donc moi, je vais à l'Assemblée Générale d'Ambiance Bois, je vote pour mes actions. Par contre, je vous ai dit qu'il y avait des actions de travail. Alors ces actions de travail, dans le cadre de la SAPO, ce sont des actions qui donnent un pouvoir, c'est-à-dire vous votez en Assemblée Générale, vous êtes salarié, au bout d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, vous êtes copropriétaire de l'ensemble des actions de travail avec les autres salariés de l'entreprise. Donc vous disposez d'actions de travail et donc vous allez voter en Assemblée Générale avec vos actions de travail. Je ne sais pas si vous me suivez. Et ces actions de travail, elles vous donnent aussi le pouvoir, par exemple, comme il y a 50-50, ça veut dire que dans les statuts de l'entreprise, le conseil d'administration, qui est composé de 12 personnes, il est composé de 6 représentants d'actionnaires de capital, c'est-à-dire des gens qui ont mis de l'argent
l'entreprise pour qu'elle puisse démarrer, dont certains sont aussi salariés par ailleurs, hein. Et 6 représentants des personnes qui travaillent dans l'entreprise, donc des salariés de l'entreprise, même s'ils n'ont pas d'action tout à fait indépendamment des actions de capital. Donc quand il part à la retraite ou quand il part ailleurs pour travailler ailleurs, comme ça était mon cas, ben, les actions de capital, comme elles sont nominatives et à mon nom, je les conserve. Par contre, dès que je quitte l'entreprise, je n'ai plus aucun pouvoir sur les actions de travail. Parce que ces actions de travail, elles sont aux gens qui font tourner la boutique au quotidien, tout le temps. Donc si je ne fais plus tourner la boutique, je n'ai plus la main sur ça. Ça, c'est pour la SAPO. Dans le cadre, par exemple, de la navette, la SCOP dans laquelle je travaille, c'est un peu différent. Parce que, contrairement à la SAPO, où dès qu'on est salarié, au bout d'1 an d'ancienneté, on bénéficie de ces actions de travail, dans la SCOP et dans toutes les coopératives, c'est le principe du volontariat dont je parlais tout à l'heure, il y a, pour avoir des actions, il faut prendre alors, on n'appelle pas ça des actions dans le monde coopératif, on appelle ça des parts sociales. Donc pour devenir sociétaire, ou associé, ou coopérateur, il faut acheter une action. Au moins une, puisque vous savez que le principe dans les coopératives, c'est une personne égale une voix. Bon, donc j'ai une part sociale, bonjour, j'ai une part sociale, je vote, j'ai une voix. Lui, il a pris 100 parts sociales, il a une voix aussi. Alors, quand je m'en vais, j'ai le choix soit de récupérer mon capital, parce que dans les coopératives, le capital est variable et à ce moment-là, on ne revend pas ses actions sur le marché monétaire, enfin, vous m'avez compris. Donc, soit je récupère mes parts sociales, donc l'argent que j'ai mis dans l'entreprise, soit je peux le laisser. Je peux le laisser et à ce moment-là, c'est comme moi actuellement avec Ambiance Bois, je continue à être sociétaire de la coopérative. Mais dans la coopérative, et puis je vais arrêter là parce que là c'est très technique, hein, mais dans la coopérative, le principe dans la SCOP, c'est qu'il faut que les salariés, ceux qui travaillent, soient majoritaires en capital, 51%, et en droit de vote, 65%. Donc, si je pars à la retraite, je suis assimilé bien qu'à la retraite, je suis assimilé à un salarié. Donc on me compte dans les 51 ou dans les 65. Mais si par exemple, vous mettez de l'argent dans une SCOP, sans y travailler jamais, vous allez disposer d'une voix, vous pouvez aussi récupérer vos parts si vous voulez, mais si vous tous qui êtes là, vous rentrez dans le capital d'une SCOP, dont les 2 seuls salariés, c'est nous 2, ça ne peut pas fonctionner. Parce que même si vous amenez pas beaucoup d'argent chacun, mais que nous on en amène beaucoup, on aura bien les 51% de capital à 2, d'accord? Donc ça, on est dans les clous vis-à-vis de la loi. Mais maintenant, on va voter 1, 2, 3, 4, 1. Eux, ils ont 20 voix, nous on en a que 2, puisque c'est... Et là, on est très loin des 65%. Donc la loi, elle est faite vraiment pensée pour la SCOP, pour que l'outil de travail, l'entreprise, soit la propriété majoritaire des gens qui y travaillent. Stop. Je ne sais pas quelle question tu vas poser. Mais je ne sais pas si c'était technique, mais la dernière phrase, c'est le cœur du débat. Place des salariés, rôle des salariés, que nous on a appelé peuple. On a peuple. Néanmoins, vas-y. Alors, c'est bien beau votre projet, mais vous êtes un grand sable dans le mondial. C'est-à-dire que au Gabon, on peut fabriquer du bois à moitié prix par rapport au lois du marché. C'est-à-dire que votre entreprise à vous, elle ne vaut rien du tout. C'est-à-dire qu'on va récupérer le bois au Gabon et on vendra 10 fois moins cher que le vôtre. Il est peut-être beau, mais ça compte pas, ça. Eh bien,
là, la question que vous posez, alors c'est pas le pouvoir des trucs, c'est le monde, quoi. C'est ce qui nous tombe sur la tête, c'est la mondialisation, c'est tout ça. Alors évidemment, il faut lutter contre ça. Alors, je vais vous donner j'ai cité les exemples aux journalistes tout à l'heure. Quand je travaillais à Ambiance Bois, dans les années 90, c'était la fin des pays de l'Est, etc. Qu'est-ce qu'on recevait? On recevait des coups de téléphone qui nous proposaient du mélèze de Russie à un prix qui était à peu près équivalent à celui qu'on sortait. Donc on aurait pu acheter du mélèze de Russie. Donc, et si j'avais acheté des grosses quantités, ça aurait été économiquement plus rentable d'acheter du mélèze de Russie et de le transformer et de le vendre ici en France. De la même manière qu'on recevait des coups de téléphone de boîtes d'intérim qui nous proposaient des Polonais, des travailleurs polonais en mise à disposition, qu'on nous changeait, s'ils ne faisaient pas l'affaire, on nous les changeait dans la semaine, etc. Donc, d'une certaine manière, pour répondre à votre question, je dirais que même à la micro-échelle d'une petite entreprise comme la nôtre, on est confronté à ces problèmes-là, à ces questions-là. Alors évidemment, on n'a pas le pouvoir de changer le monde et de changer les règles du commerce international, mais on a en moins le pouvoir de refuser d'acheter le mélèze de Russie et de refuser d'avoir en intérimaire des Polonais qu'on nous envoie et qu'on nous changera si on n'est pas satisfait. Donc je pense qu'il y a une dimension, comment dire, dans ce qu'on fait, il y a une dimension politique qu'il faut défendre. C'est-à-dire que quand on est confronté à un truc comme ça, on voit bien que on essaye de commencer à dire non, déjà à notre échelle, à des propositions comme celle-là. Bon, ça n'enlève rien à ce que vous dites. Pour l'instant, le bois du Gabon, il est exploité par des très grosses entreprises, y compris françaises. Voilà, mais voilà les quelques éléments de réponse que je pourrais donner. Et après, t'es pas tout seul. Une petite question. Si ça change de gouvernement, si c'est Hitler qui passe au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Ah là, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, il faudrait qu'il change la loi, qu'il supprime les scopes. Il ne supprimera pas les scopes, mais les trucs. Ça ne changera rien de ce point de vue-là. Vous savez qui c'est Hitler? Oui. Je ne vais pas vous faire un dessin. Stop. Allez. Depuis le début jusqu'à maintenant, on y va. Oui. Jean, je viens des Combrailles, ce qui n'est pas la porte à côté, mais il fallait que je prenne connaissance de ce qu'était l'atelier, et la présence de Michel a suscité tout mon intérêt. Parce que c'est quand même un des acteurs principaux du plateau de Mille Vaches, sur les questions d'animation, sur les questions culturelles, sociales, sociétales et économiques. Alors, question. Et la question, c'est la remarque que tu viens de citer. On vous proposait du mélèze qui pouvait venir des pays de l'Est. Maintenant, nous assistons à des voyages inverses. Et alors, quel est le rôle de l'ONF dans ces coupes qui sont vendues à l'exportation? Souvent, pour le chêne, je pense que c'est beaucoup de l'Extrême-Orient, et qui nous reviennent une fois qu'ils ont été travaillés. Alors, quel est le rôle de l'ONF là-dedans dans la gestion des forêts? Est-ce que le multisens social rentre en ligne de compte, ou est-ce que ce ne sont que les prix du marché avec des appels d'offres? Je crois que tu as donné la réponse dans ta question. Et question qui nous éloignerait un peu du sujet du débat. Hein. Je m'excuse d'être arrivé en retard, j'ai du mal à trouver. Allez, j'ai vu toutes les têtes qui faisaient « Ah oui, il a bien raison ». Il me semblait, il me semblait. Tu permets, Galant. Merci. Après toi. Oui, ça va être une remarque tout à fait basique. C'est que par rapport à la question qui vient d'être posée sur l'ONF, et pour moi ça rejoint vraiment la question de fond, c'est l'articulation des outils de travail, de la production et des services publics. C'est-à-dire que la déconstruction du système capitaliste.
C'est-à-dire que la terre appartient à ceux qui la travaillent. Elle ne devrait pas être, capitalisée par des grands propriétaires qui en font bien souvent n'importe quoi pourvu que ça rapporte. Et de même que l'ONF, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions quand on voit des coupes à blanc dans certaines forêts, quand on sait qu'on a besoin des arbres par rapport au réchauffement climatique pour tamponner un petit peu les excès et protéger la biodiversité. Alors, qu'il y ait des coupes de bois, c'est normal, mais ça se travaille. Mais là, ce que je trouve de fort dans cet exemple-là, c'est de remettre, de nous faire partager, de nous faire prendre conscience de cette expérience, parce qu'en plus, il y a un livre, après les idées circulent, de rappeler que oui, il y a des choses qui existent, qui se font, et quand on nous dit qu'on est des doux rêveurs, on n'est pas que des doux rêveurs, il y a des réalités qui prennent corps. Puis je rêve que toutes ces réalités-là, ancrées ici et là, créent des territoires bien au-delà des politiques, des décisions politiques, sur des découpages, parce que je pense personnellement de plus en plus que ce sont les groupes qui agissent, qui changeront le monde, plutôt que certains systèmes politiques. Voilà, c'est tout ce que je... ONF, c'est quoi le ONF? L'Office national des forêts. Ah, d'accord. Alors, j'ai un ami qui dit on n'est pas des doux rêveurs, on est des doux réalisateurs. Oh, c'est pas mal, hein. Ah ouais, c'est pas de moi. Ce que vous dites, c'est exactement pour ça qu'on a fait le syndicat de la montagne limousine. C'est-à-dire, sur des questions de territoire, il y a des positionnements à avoir, il y a des positionnements à tenir, il y a des luttes à mener et il y a des choses à construire. Et on parle de la forêt. Alors le syndicat, il fonctionne avec des groupes autonomes sur des thématiques différentes. Donc il y a des gens qui se retrouvent parce qu'ils s'intéressent aux problématiques forestières, par exemple, et donc à la fois ils interviennent pour empêcher une coupe d'une très belle forêt de feuillus en Corrèze, c'était il y a quelques mois, et ils ont réussi à la sauver du reste, en mettant dans le coup après le parc naturel régional. C'est là où il y a des alliances, vous voyez, entre les citoyens de base et puis de temps en temps avec une collectivité. Alors des fois il y en a qui sont opposés, hein. Ça existe aussi, même majoritairement c'est souvent ce qui se passe. Mais voilà, donc il y a ça. Et puis dans le syndicat là, il y a différents groupes. Par exemple, il y a un groupe qui s'est constitué tout récemment autour de ce qu'on appelle le grand âge, les personnes très âgées. Nous, on est dans une région qui a un temps a même eu le plus ou moins le palmarès des personnes les plus âgées en Europe. Bon, je pense que c'est en train de changer parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer dans notre région, qui a un solde migratoire positif, et en particulier des jeunes. Des jeunes qui se reconnaissent pas dans la société, qui se disent mais non, c'est pas ça qu'on veut, même des jeunes très je veux dire un peu radicaux, enfin carrément un peu révolutionnaires même par moments. Ils nous bousculent aussi nous-mêmes, et ils viennent parce que ils ont entendu parler qu'il se passait des choses sur le territoire, qu'il y avait des gens actifs, qu'ils avaient des amis qui y étaient. Vous voyez, il y a une espèce de dynamique comme ça. Alors, je m'éloigne du grand âge, mais je prenais l'exemple du grand âge pour dire, voilà, des gens se réunissent, c'est à l'initiative d'une personne qui fait du travail d'aide à domicile. Elles sont 2-3 à travailler ensemble, elles se réunissent, elles réunissent des élus, et on réfléchit ensemble. Ils avaient une réunion samedi dernier, bon, moi je ne suis pas dans ce groupe-là, mais pour voir comment on pourrait trouver des solutions. Voilà. On travaille sur la question de la mobilité, on travaille sur... Voilà, on a un groupe d'entraide juridique et administrative,
Il y a un autre groupe qui s'est créé, qui existait du reste avant le syndicat. Le syndicat, c'était plutôt une étiquette qu'on a mis sur des choses qui existaient déjà, mais en s'affichant de cette démarche plus collective. Vous voyez, c'est une manière d'être plus visible et d'affirmer davantage le sens politique de nos actions. Il y a un groupe de soutien psychologique pour les personnes qui ont des défis, qui à un moment perdent les pédales et on ne sait pas trop comment faire, etc. Enfin, voilà. Donc, pour répondre un peu à votre question qui élargissait sur la question du territoire, finalement, les services publics, etc., c'est sûr que quand on est dans l'ambiance bois, on travaille en ambiance bois, quand on s'occupe de la construction, etc., quand on est à la navette, on s'occupe du boulot de la navette, mais voilà, en tant qu'habitant et en tant que citoyen, on a aussi des choses à défendre sur le territoire et c'est pour ça qu'on a fait ce truc-là. Avant de vous donner la parole à tous les deux, je m'arrête un instant sur une phrase de Ghislaine. Nous voulons montrer qu'il y a d'autres possibles, en gros. Et les doux rêveurs, mais j'aime bien les doux réalisateurs. C'est exactement ce que veut faire l'atelier cette année, mieux, j'espère, que ce qu'on fait jusqu'à maintenant, c'est faire toucher du doigt. Nous l'avons dit dans un courrier, je crois, pour ce soir, nous avons dit, mais que vous soyez pour ou pas pour cette démarche des scopes, des salles, mais venez essayer de regarder, de toucher, de comprendre. Il faut absolument le faire, ce travail patient, qui va prendre du temps. Je n'ai pas dit qu'il va prendre des générations, parce que je ne le souhaite vraiment pas, parce que ça serait désespérant, mais c'est ça que nous voulons faire. Nous sommes au mois de janvier. Tout à l'heure, je vous ferai un appel. Vous pouvez nous aider à monter des rencontres de janvier, de février, sur des exemples comme ça. François. Merci pour l'exposé, je trouve ça intéressant parce que c'est l'alliance de l'idéal et du réel, je dirais. Alors ma question c'est, au départ, comment dire, il y a un certain nombre, enfin parce que je connais un peu le plateau, quoi, mais moins bien que vous bien sûr. Il y a des gens qui sont venus de l'extérieur, des néo-ruraux, comme vous certainement, et d'autres. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont venus à Faux-la-Montagne? Est-ce que... Alors, moi, je connaissais, quand j'étais jeune, François Chatou. Je pense qu'il a joué un rôle. Et certainement d'autres. Donc, ça, c'est la première question. L'origine. Donc, il y a 30 ou 40 ans, même. Chatou a été élu en 77. Et, d'autre part, comment ça s'est passé avec les locaux, les gens qui habitent le plateau, et comment ça, est-ce que ça perdure, est-ce que c'est ancré aujourd'hui, comment vous voyez ça à l'avenir, enfin ça fait beaucoup de questions peut-être, hein, mais voilà. Je rajoute un élément à ta question, si tu veux. Est-ce que ça fait tache d'huile? Alors, d'abord, le Limousin en général, mais le plateau de Mille Vaches en particulier, c'est un territoire qui est marqué par des histoires de migration. Alors, pendant longtemps, c'était les Limousins, les habitants qui partaient, hein, les maçons creusois, etc. Mais il y a eu, et au XXe siècle aussi, finalement, des échanges. Alors, déjà, ces migrations, elles ont coloré politiquement le territoire, mais ça, vous devez le savoir. Les bastions de communisme rural qu'il y a pu avoir en Haute-Corrèze et dont il reste encore des traces, hein, voilà. Mais par exemple, bon, moi j'arrive nous, avec les amis avec qui on a formé on arrive à Faux-la-Montagne dans les années 80. Mais 10 ans avant nous, on avait tous les 68 arts qui sont arrivés, qui sont installés ici. Nous, quand j'arrive à Faux, François Chatou est maire depuis 6 ans, voilà. Sa première adjointe, c'est une fille qui était institutrice, qui est venue avec son compagnon pour faire des chèvres à Faux-la-Montagne. Donc, il y avait ça. Mais même avant, dans les années 50, il y a eu des migrations, alors beaucoup moins politiques que celles des post-68 arts, mais il y a eu des migrations de Hollandais, par exemple,
qui sont venus s'installer comme agriculteurs sur le plateau de Millevaches, ou de gens de régions comme la Bretagne, les Pays de Loire, qui sont venus aussi s'installer. En gros, ces zones qui étaient excédentaires en hommes et déficitaires en terre, les Pays-Bas c'était blindé, le Pays de Loire il n'y avait plus de terre, etc., de gens qui sont venus s'installer dans des zones inversement qui étaient déficitaires en hommes et en bras, et excédentaire en terre. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est même pendant la guerre, il y a eu des tas de gens qui sont venus se réfugier. Alors, je ne parle pas des enfants juifs qui ont été cachés, etc., qui est aussi une réalité, mais même des gens qui n'habitaient plus sur le plateau, qui étaient à Lyon, qui étaient à Paris, qui ont fait leurs 4 années de guerre à Faux, et qui, quand elles m'en parlent aujourd'hui, des gens qui ont 90 ans maintenant, qui me disent moi, pendant 4 ans, je suis venu à l'école à Folle-la-Montagne, etc. Donc, je pense c'est assez pour expliquer comment on arrive et pourquoi ça se passe bien. C'est-à-dire je pense qu'il y a une tradition, il y a quelque chose. On n'est pas dans un espèce de pays fermé où, vous voyez, moi, je venais de la ville, j'étais en région parisienne avec les amis, on arrive, on a 20 ans, on débarque là. On avait un peu réfléchi quand même un petit peu avant. Alors, on nous avait raconté ces histoires, un peu les pots cassés qu'avaient essuyé les postes 68A, un peu avec c'est l'étranger, etc. Nous, on n'a pas du tout connu ça. Alors, on n'a pas connu ça, d'une part parce qu'il y avait déjà toutes ces arrivées précédentes, peut-être aussi parce qu'on venait avec un projet économique, mais aussi, et vous l'avez évoqué, parce qu'il y avait localement quelques élus, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 3, le maire de Folle-la-Montagne, le maire de Jean-Chou-Pigerolles, le maire de Perlevade, 380 habitants, 370 habitants et 800 habitants, enfin 1000 habitants, 800 000 à peu près, qui étaient plutôt des profils atypiques. Chatou, il n'est pas né à Folle-la-Montagne, il a fait ses études, il a fait l'agro en région parisienne, il est revenu pour créer son exploitation à Faux, qui était le berceau familial, mais c'était des gens extrêmement ouverts et qui avaient surtout pris conscience du fait que, en gros, si on ne voulait pas que le village y crève, il fallait qu'il y ait du sang neuf qui vienne de l'extérieur. Et donc ils accueillaient à bras ouverts tout et n'importe quoi. Et c'est comme ça que nous, on fait partie du n'importe quoi. C'est-à-dire que, vous voyez, on était étudiants, moi je faisais de l'histoire, il y en a un qui faisait de la psycho, etc. Et on arrive en disant on va faire une série, et qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit, bah oui, moi j'ai un terrain, un truc, on peut monter le truc. J'étais objecteur de conscience en plus à l'époque, vous voyez, c'était... voilà, on était accueillis. Et donc ça a beaucoup contribué à la réussite de notre installation. Et on n'a jamais ressenti d'ostracisme ou de méfiance. Alors évidemment, il y a toujours des petites histoires, des petites anecdotes, mais je veux dire, ça colorait pas massivement le truc. Alors après, moi, ce que j'ai constaté, c'est que sans arrêt, il y a des gens qui venaient s'installer. Du reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, le solde migratoire, déjà à cette époque-là, était positif. Bon, le solde naturel, les naissances et les décès, lui, il était absolument négatif. Donc globalement, la population continuait à baisser, mais le solde migratoire n'a fait que progresser. Donc à un moment, quand dans le sol migratoire, vous avez des jeunes populations comme nous à l'époque, au bout d'un moment, on fait des enfants. À un moment, à l'école de Faux, moi quand je suis arrivé à l'école de Faux, il y avait 12 élèves dans la classe unique. Quand on a commencé à faire des enfants, c'est monté à 60 élèves avec 3 classes. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Parce qu'il y a eu ce renouvellement voilà. Donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu toujours comme ça des gens qui venaient s'installer pour des raisons différentes. Alors moi, je fais une présentation un peu schématique. Il y a eu la vague 68 arde, très politisée, un peu le retour à la terre, etc. C'est assez connu. Nous, on est plutôt dans ceux qui s'installent, développement local, vous voyez, le mouvement des pays dans les années 80, les états généraux des pays, etc. Plutôt comment on fait vivre le territoire, toutes les problématiques autour du développement local qui étaient complètement portées par les 3 maires dont je vous parlais.
Et puis, on a vu arriver dans les années 2000, alors c'est un peu schématique ce que je dis là, mais ça a un fond de vérité quand même, plutôt une vague un peu critique du capitalisme, décroissance, recherche d'autonomie, qui aujourd'hui peut s'incarner dans les mouvements écologiques, etc. Et ces vagues successives qui ont des colorations différentes, elles ne se sont jamais opposées. C'est-à-dire qu'elles se sont toujours un peu interpénétrées. Il y a Christine Ross qui a fait un petit livre qui s'appelle La forme commune, là, qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, et elle parle de la composition, c'est-à-dire les gens composent les uns avec les autres. Et je pense que, y compris avec la population qui était là, les gens du cru, comme on dit, les natifs, etc., il y a eu aussi ce phénomène de composition qui fait que globalement, tout ça s'est plutôt très bien passé. Jusqu'à un moment, qui est en gros 2014, où pour la première fois, on est un certain nombre à se dire, à écrire un texte pour défendre un peu l'idée qu'on a du territoire. Quand je dis on est quelques-uns, c'est en gros les gens qu'on va retrouver dans le syndicat de la montagne limousine, qui était et puis à l'époque la mouvance associative, un peu militante, culturelle, etc. Il se trouve que, ça nous éloigne un peu du sujet, non en fait ça ne nous éloigne pas du tout du sujet. Il se trouve qu'en 2000, que dans ces années-là, 2010, la DATAR, vous voyez ce que c'est que la DATAR, la Direction à l'aménagement du territoire, etc., a travaillé sur les zones rurales en France, et ils ont fait tout un programme qui s'appelait Territoire 2040, où ils ont imaginé des scénarios pour les différents scénarios pour les zones de faible densité. Alors, en plus, bon, c'est des intellos, des géographes, etc. Donc, ils trouvent toujours des belles formules. Alors, par exemple, ils avaient imaginé différents scénarios pour des territoires comme les nôtres. Donc, il y avait un scénario, c'était les plateformes productives. Alors, les plateformes productives, ça veut dire que le plateau de Millevaches, ça sert à fabriquer du bois et de l'hydroélectricité. On a pas mal de barrages et on produit de l'électricité. Donc, c'est ça l'avenir du plateau de Millevaches. Alors, il y avait un autre scénario, ils appelaient ça l'avant-scène des villes. Alors, en gros, c'était le plateau de Millevaches, c'est le lac de Bassivière, les rivières à poissons, à truites, etc. Donc, c'est le lieu où les urbains fatigués, en burn-out, etc., viennent pour se ressourcer, faire du loisir, etc. Bon. Et alors, on a lu ces différents scénarios. Il y avait un scénario qui s'appelait les archipels communautaires. Alors, les archipels communautaires, c'est que sur ces territoires, il y aurait des gens très riches qui habiteraient dans des belles maisons qu'ils ont restaurées, et puis des gens au RSA qui feraient de l'autoconsommation, qui fabriqueraient leur pain et qui s'en sortiraient plus ou moins comme ça. Et alors, il se trouve que les géographes qui ont mis en place, il y avait 6 scénarios, je ne me souviens plus des 3 autres. Et à chaque scénario, ils expliquaient un peu comme je viens de vous l'expliquer, mais évidemment, c'était argumenté. Hein, et sur chaque scénario, ils faisaient une petite fiction qui racontait comment ça se passait. C'était une bonne idée, du reste. Et il se trouve que, pour illustrer les archipels communautaires, la fiction, elle se passait sur le plateau de Millevaches. Et alors là, on voyait Tim qui prenait son vélo avec le pain qu'il avait fait cuire dans son four à pain, qui descendait près d'Aubusson pour vendre aux personnes qui avaient les grosses résidences le pain fabriqué main et bio, etc. Et alors, on s'est dit quand même, c'est fort, quoi, tous ces scénarios qui parlent de nous, ça nous tombe d'en haut. Alors on s'est dit, on va écrire nous notre scénario. Et alors ça a donné une page, vous voyez, c'est pas très très long, et qu'on a appelé proposition pour une plateforme de la montagne limousine, où on a affirmé un peu ce qu'on voulait pour le territoire. Après, il y a eu 2-3 listes, 2-3 communes qui s'en sont revendiquées aux élections municipales de 2014, mais c'était fait plutôt pour alimenter le débat, c'était pas un programme électoral. Du reste, la plupart des gens qui ont participé à la rédaction de ce truc-là, on n'était pas candidat sur des listes. Mais c'était la première fois finalement que les citoyens, enfin une partie des citoyens,
mettait noir sur blanc ce qu'il voulait pour le territoire. Et là, il y a eu des réactions un peu vives de quelques personnes qui ont instrumentalisé cette espèce de clivage que j'avais vraiment jamais entendu auparavant, enfin que j'avais jamais entendu bien sûr, là encore, mais globalement qui n'était pas du tout un clivage des néos et des natifs, on appelle ça comme ça. Bon, du reste, si vous grattez bien, il y avait des gens qui défendaient ce truc-là qui n'étaient pas du tout des natifs. La mairesse la mère, on ne dit pas mairesse, hein, je crois. Non. La mère de Jean Sioux-Pigerol, qui a été élue juste 6 ans, elle n'était pas originaire de Jean Sioux-Pigerol. Vous avez quelques personnes, une dame très gentille du village, mais qui était un peu brusquée là-dessus. Bon, elle était d'origine bulgare. Mais donc vous voyez, natif, ça ne veut rien dire d'une certaine manière. Enfin, ça ne veut rien dire. Si, ça veut dire quelque chose. Mais en fait, c'est un clivage qui va recouvrir d'autres problèmes, d'autres visions. Et globalement, une vision, c'est plutôt des divisions politiques qui s'expriment là, et en particulier une vision différente de la place des habitants et des citoyens dans la vie locale. Donc ça a été un peu... Et donc là, depuis une petite dizaine d'années, il y a eu des petits frottements comme ça, qui ont été, alors, avec quelques individus qui ont largement mis de l'huile sur le feu sur ce thème-là, l'ancien député macroniste de la Creuse, un jeune agriculteur qui se trouvait être pourtant le fils de François Chatou, bon, voilà, qui est pour des histoires d'animosité, etc. Et donc, il y a eu ça qui a un peu pollué, qui continue un petit peu à polluer l'environnement local. Alors, je me disais bien qu'à un moment, on parlerait de ça. Je sais pas si... Je crois que j'ai ce qu'il nous faut. Voilà. Il y a une conseillère municipale de Faux qui voyait ce qui se passait dans la commune voisine de Jansiou, où c'était très exacerbé. Surtout à Jansiou. Ouais. Bon, elle s'est fait élire à 10 voix près, sa liste. Et à la fin de son mandat, elle s'est fait valdinguer en obtenant un quart des voix. Donc vous voyez, c'était globalement... Bon, ouais. Mais il y a une conseillère municipale de Faux-la-Montagne qui s'est dit... c'est normal qu'on ne soit pas d'accord sur un territoire. Hein. C'est normal qu'il y ait des visions qui ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, elle s'est dit, il ne faut pas attendre que ça éclate. Parce qu'au moment où ça éclate, vous voyez, on est dans le conflit comme ça. Et c'est très difficile de sortir d'un conflit où on se tape dessus. On se tape dessus, au moins dans un premier temps, métaphoriquement. Alors, elle a eu une idée, elle a fait venir un dessinateur Baudouin, que vous connaissez peut-être, qui est dessinateur, et elle lui a demandé, ils ont monté ça ensemble avec la commune, de faire les portraits de gens du village. Vous voyez, alors là, j'en ai un, par exemple, voilà. Et puis, pendant que lui, il dessinait le portrait, il posait 3 questions aux gens. C'est, depuis combien de temps tu es à Faux-la-Montagne? Qu'est-ce que tu imagines le village dans 10 ans? Et qu'est-ce que tu penses de ce fameux clivage néo-natif? Donc, en gros, elle dit, avant que ça éclate, on va percer le truc. Et donc, chacun a répondu. Et chacun, évidemment, après, on a affiché ça dans la mairie, il y avait une exposition l'été, après on a fait ce livre qui a rassemblé tous ces témoignages, où chacun raconte son itinéraire, comment il est arrivé à Faux, ou comment il y est né, ce qu'il y a. Et d'une certaine manière, ça a permis que des choses s'expriment, et sans que ça débouche sur quelque chose. Voilà. Donc, bon, je ne dis pas que c'est gagné à tous les coups, mais globalement, voilà. Après, ce qu'il y a, c'est que réellement, et ça c'est partout dans la société, regardons, vous voyez ce qui s'est passé autour de Sainte-Soline, etc., on n'est pas d'accord. Et quand la société, d'un point de vue démocratique, n'arrive pas à gérer ces désaccords, ça débouche par des manifestations, par des prises de position, par des choses où
où on va vers la confrontation. Et je pense que, et là c'est pas du tout propre au plateau de Mille Vaches, mais je pense que c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Et donc là, il y a un travail un peu, comment dire, à la fois de médiation et de choses à faire, mais aussi des choses qui nous échappent. Je sais pas, sans doute vous, que je vais convaincre, à qui je vais apprendre, que ce soit l'histoire de la dissolution des soulèvements de la Terre, mais des tas d'autres exemples. On voit bien le contrat d'engagement républicain que toutes les associations doivent maintenant signer, qu'on est dans une situation quand même où les marges de manœuvre dans les cadres classiques de la République, on va dire, sont de plus en plus étroits. Donc à un moment, si c'est trop étroit, ça va exploser, quoi. J'entendais à la radio il y a 3 mois une interview de maire, c'était sur France Culture, d'une maire d'un petit village des Pyrénées-Orientales. Ils ont fait leur compte-rendu de conseil municipal en français, comme d'habitude, et ils ont fait une version en catalan, parce que c'est leur langue là-bas. Elle dit, du reste, au conseil municipal, tout le monde parle catalan, donc des fois on parle en catalan, des fois on parle en français, etc. Le procureur de la République saisit le tribunal administratif pour dire que c'est scandaleux, qu'il ne faut pas faire le compte-rendu du conseil municipal en catalan. On pourrait comprendre le procureur si dans cette commune, le compte-rendu n'était qu'en catalan. Vous voyez ce que c'est quand même... donc on sent une espèce de tolérance zéro, comme pour reprendre les formules qu'affectionne Darmanin. Mais surtout, quoi. J'ai un autre exemple. Alors, Ambiance Bois, la Navette, mais d'autres entreprises en France, entreprises ou collectives, des fermes, des GAEC, etc. Une SCOP Ardelaine en Ardèche, si ça vous dit quelque chose. Eux, ils sont 60 maintenant. Ils ont commencé un peu quelques années avant Ambiance Bois, et ils travaillent la laine locale, et ils font des pulls, ils font des matelas, etc. On est réunis au sein d'un réseau qui s'appelle Réseau d'échanges et de pratiques alternatives et solidaires, qui était un lieu où on pouvait discuter entre entreprises qui ont des fonctionnements similaires de questions qu'on ne pourrait pas discuter ailleurs. Du style, comment vous faites pour définir les niveaux de salaire, par exemple? Comment vous faites pour régler un conflit entre 2 personnes au sein des équipes? Vous voyez, on se faisait un peu de l'auto-formation comme ça. Et dans ce réseau, il y a eu à un moment, enfin plus ou moins il y est, un lycée qui est le lycée autogéré de Paris. Je ne sais pas si vous savez, mais à Paris, il y a un lycée autogéré qui existe depuis 1981, qui a été créé au moment où Mitterrand est arrivé au pouvoir. Il y a 4 lycées au sein de l'éducation nationale, hein, ce n'est pas des établissements privés, qui fonctionnent comme ça en France. Il y en a un à Saint-Nazaire, c'est le frère Gabi Cohn-Bendit qui a été à l'origine de celui-là. Bon, et ben, le lycée autogéré de Paris, c'est 250 élèves. Bon, ils récupèrent des tas d'élèves qui sont jetés des autres lycées, etc. Hein, voilà, ils n'ont pas des résultats mirifiques au niveau du bac. Mais c'est autogéré, ça fonctionne différemment. Ils ont une espèce de principe qui est la libre accès aux cours, c'est-à-dire que si on ne veut pas venir au cours, on ne va pas vous forcer à aller au cours. Si vous venez au cours, c'est pour avoir le bac. Si vous ne venez pas, tant pis. Mais bon, après, il y a tout un travail qui est fait par ailleurs. Enfin bon, je ne vous raconte pas le lycée autogéré de Paris, c'est passionnant aussi. Bon, le lycée autogéré de Paris, ils ont une convention qui est signée depuis je ne sais pas combien de temps avec le rectorat, à renouveler tous les 5 ans. Échéance 2022. J'ai rencontré 2 profs du lycée autogéré au mois de juin. C'est toujours pas signé, et on leur dit « Ah oui, mais vous ne rentrez pas dans les cadres. » Mais évidemment, ils ne rentrent pas dans les cadres. Ils ont une expérimentation hors norme. Alors, peut-être faites dans le cadre du volet expérimentation de l'éducation nationale, enfin quelque chose qui ne leur correspond pas du tout. Mais là aussi, ils disent, mais en gros,
on ne sait pas si on va exister dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Tolérance zéro. Alors qu'il y a un lycée autogéré comme ça en France, alors je veux dire, en quoi ça gêne vous voyez. Bon, là, on sort un peu de notre sujet, on est plutôt à sentir l'air du temps, mais l'air du temps n'est pas joyeux, et il nous oblige, du coup, effectivement, peut-être, à écrire cette phrase que parce qu'aucun gouvernement n'apportera de solution, il est temps de porter nos espoirs et nos forces ailleurs. Nous, c'est un peu la conclusion à laquelle on est arrivé, même si je sais qu'il y a quelqu'un qui, un jour, on parlait du syndicat de la montagne usine, à quelqu'un de Saint-Étienne, qui m'a dit, mais pour moi, cette phrase, c'est une démission. C'est-à-dire, alors, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait une lutte politique, il faut que les partis politiques rejouent un rôle, et ça, c'est... Mais en tout cas, nous, nos espoirs et nos forces, on les a mis ailleurs, et on les a mis, comme vous dites, à l'échelle du territoire, à l'échelle de là où on a la possibilité encore d'avoir une certaine maîtrise et un certain pouvoir. Et je pense que les politiques, Non. justement... Non, Étienne. Vous avez beaucoup répondu à la question que je voulais poser, qui était un petit peu la même, sur comment ça infuse sur le territoire, mais y compris auprès d'autres. Il y a beaucoup d'entreprises de bois dans le Limousin, évidemment. Il y a de bonnes raisons pour ça. Est-ce que votre fonctionnement entre en concurrence avec les autres sociétés? Comment ça se passe, les relations avec les autres entreprises? Alors, là, bon, moi, je ne suis pas dans l'entreprise depuis plusieurs années, donc je sais un peu comment ça se passe. Non, ça n'infuse pas du tout, hein, de ce point de vue-là, sur les autres entreprises. Donc, Ambiance Bois, il est adhérent au syndicat professionnel du truc du bois, donc c'est très... mais c'est sur uniquement du professionnel, quoi, hein, les législations, etc., etc. Et parmi les autres gens de la filière, bon, bah, les gens ils savent bien qu'Ambiance Bois, ils ont leur fonctionnement, etc. Mais vous voyez, ils regardent ça un petit peu, bon, bah, très bien, c'est super ce qu'ils font, mais c'est leur truc, et voilà, c'est un peu enfermé sous une cloche pour eux, et ça ne va pas plus loin. Après, il y en a quelques-uns qui trouvent ça très bien, sincèrement, hein, mais c'est pas pour eux, quoi. Il y a un peu de ça. Et après, je pourrais rajouter un élément sur le contexte local, et c'est dans la suite de ce que je disais précédemment, c'est que il y a 6-7 ans, 8 ans, vous savez que l'État s'est mis à installer des centres d'accueil de demandeurs d'asile un peu partout en France. Et il se trouve qu'il en a installé un à 13 km de Faux-la-Montagne, à Perlevade, 80 places. Qu'il y en a eu un autre qui s'est installé à Émoutier, à 20 km, qui a eu ce qu'on appelle aujourd'hui un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, un UDA, à Péral-Château, 28 km, et un autre CADA diffus à Mémac, 30 km. Ces gens-là, c'est donc des gens qui demandent l'asile. Bon, vous savez que l'asile en France, c'est difficile de l'avoir, il y a 60% de refus, hein, en règle générale. Bon, sauf que ces gens-là, alors c'est moins vrai aujourd'hui, mais parce que les délais sont raccourcis. Et ces gens-là, des fois, ils passent 1 an, 18 mois dans le CADA. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont voir les assos locales. Nous, on fait un festival dans le village. Ils viennent faire un coup de main pour la cuisine et pour monter les barnums et tout ça. On se connaît, on sympathise. Il y a des gens qui les aident dans leurs papiers parce que dans le CADA, il n'y a qu'une personne pour 81 personnes. Vous voyez bien qu'il ne peut pas, etc. Et bien, il y en a qui restent et qui n'ont pas forcément le droit de rester. Donc, ben, on les accueille. Hein, on ne va pas leur dire « retourne dans ton pays » quand on sait qu'en plus, s'il retourne dans son pays, c'est pour se faire trucider. Donc en 2018, on a beaucoup bataillé pour éviter l'expulsion de 2 jeunes Soudanais. Soit dit en passant, la préfecture a été condamnée par le tribunal administratif à 3 reprises sur ces affaires. Elle était dans l'illégalité. C'est-à-dire que c'est nous qui bloquions la gendarmerie, qui avons manifesté devant la préfecture, qui avons, etc. C'est nous qui étions dans la légalité. Voilà.
Ce qui fait que tout cela génère auprès d'un certain nombre d'institutions, et en particulier des préfectures, une animosité, une méfiance, une défiance, voire plus, vis-à-vis de ce qui se passe sur ce territoire. Et comme ils sont soit très mal renseignés par les renseignements territoriaux, soit parce qu'ils sont mal intentionnés, ils mettent tout le monde dans le même panier. Alors ça donne, je les ai amenés aussi, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais je ne pense pas, vu la presse que vous lisez, il faut de temps en temps lire Le Point et Le Figaro. Alors, dans Le Figaro, une page au mois de février, manifestation, squat, quand l'ultra-gauche vient troubler la tranquillité du Limousin. 20 minutes, Limousin, sur le plateau de Millevaches, tension et méfiance autour de la présence de l'ultra-gauche. Le Figaro encore, la montée des violences de l'écolo-gauchisme. Alors effectivement, il y a eu une course de motards, il y a eu des gens qui ont tourné les directions, ils se sont perdus, etc. Bon, c'était des militants écolos sans doute, mais encore on n'en sait rien parce que les chasseurs ont fait la même chose dans d'autres randonnées. Donc, le point, le choix de la violence, alors la base arrière de la lutte anti-bassine, c'est sur le plateau de Millevaches, il faut lire l'article. Et le dernier, c'était cet été, quand l'ultra-gauche investit les Millevaches. Donc on remarque que c'est le journaliste parisien, il dit les Millevaches, il n'a pas compris que c'était le Millevaches ou le plateau. Non, ça c'est autre chose. Alors, vous voyez, quand vous avez des campagnes de presse comme ça, que vous avez la préfecture, je ne sais pas si vous avez vu, c'était dans Le Monde cet été, mais on sait que la DRAC, le ministère de l'Intérieur a demandé à la DRAC de sucrer des subventions à certaines associations. Pourquoi ? Parce que y a des gens du syndicat de la montagne limousine, et le syndicat de la montagne limousine, c'est l'ultra-gauche, parce qu'il y a eu aussi l'affaire de Tarnac, dont vous avez entendu parler. Bon, bah oui, Tarnac, c'est en plein sur le plateau de Millevaches, et puis les gens de Tarnac, il y en a un certain nombre qui sont dans le soutien aux migrants, dans le projet d'OACAS pour accueillir les migrants, dans un projet de conserverie, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, on est aussi confronté à ça. D'une certaine manière, on pourrait dire que c'est qu'on n'est plus marginaux. C'est-à-dire que c'est plus anecdotique, vous voyez. Mais d'un autre côté, c'est quand même très emmerdant parce qu'ils nous font chier, quoi. Vous parliez des néo-ruraux, je voulais juste ajouter tout à l'heure une petite anecdote pour aller dans le sens d'un État qui pousse un peu à exacerber les tensions. La préfète de l'Allier a réuni les maires des communes rurales pour discuter d'un sujet très important, les relations des natifs avec les néo-ruraux. Comme si c'était un sujet pour... Enfin, et nous, à l'époque, on habitait à la campagne, ils disaient, mais en fait, on s'invente des... Ils inventent, on invente des sujets pour dresser les gens les uns contre les autres. Et en même temps, ça répond aussi à ce que je voulais dire tout à l'heure, juste entre ces expériences et les politiques, c'est-à-dire que ces expériences sont importantes pour pousser les politiques à prendre conscience d'un pouvoir de tous ces gens qui peuvent se fédérer. Et par exemple, par rapport aux articles que vous avez évoqués, je pense que ça montre la crainte du pouvoir politique actuel, du système capitaliste, de voir une démonstration et puis peut-être le fait que ça peut essaimer ces expériences-là, qui sont des expériences qui concernent la vie de tous les jours de tous les humains. Et je pense que c'est là que ça se joue. Et je trouve non pas dommage, parce que c'est révélateur des intentions politiques qui sont derrière, mais quand on parle d'ultra-gauche et d'éco-terroristes, on ne parle pas de l'anticapitalisme, alors que ce sont des mouvements anticapitalistes. Ce n'est pas de l'ultra-gauche. Oui, pour revenir un peu à la politique locale en Creuse, il y a quand même eu un miracle. C'est que le député sortant macroniste s'est fait sortir par une députée ultra-gauchiste. Ça veut dire que quand même les électeurs, ils ont les yeux ouverts entre ce qu'ils peuvent lire dans les revues de presse et les réalités de terrain qui relativisent beaucoup
l'opinion publique, ça se travaille, hein, paraît-il. Mais ça, est-ce que c'est à destination des gens de la Creuse, de la Corrèze ou du Puy-de-Dôme? Non. C'est l'opinion publique pour faire monter en épingle cette histoire qu'il faut se trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire avait commencé avec l'affaire de Tarnac. Et moi, ce que je voulais faire un peu sur la question territoriale. On parle de commun, faire du commun. On parle maintenant de communalisme, c'est-à-dire de revenir sur un territoire qui n'est pas celui de la réforme territoriale qui nous a été imposée à travers les communautés de communes, mais des espaces de bassin de vie. Bon, je vais participer pour l'association Relier à un atelier qui va être une réflexion, parce que nous avons la spécificité d'être entre le plateau de Millevaches et la métropole clermontoise. Et ça nous fait beaucoup réfléchir sur la question de la métropolisation. Alors, peut-être que dans le plateau de Millevaches, vous avez aussi bénéficié de l'éloignement relatif de la capitale régionale qui était Limoges. Est-ce que ça a joué? Et sur la question des néo-ruraux, moi j'ai eu la remarque faite par des amis qui sont dans les Combrailles, qui sont des collectifs de circassiens, qui disent « mais nous on n'est pas néo-ruraux, on est nés dans la campagne mosellante. Donc on ne se considère pas comme des néo-ruraux, puisqu'on vient de la ruralité. » Et ça c'est aussi un cliché qui oppose aussi, parce que est-ce que quelqu'un qui revient au pays, qui a fait des études, qui a fait une vie professionnelle, qui revient, c'est l'exemple un peu de la députée locale, qui fait sa carrière professionnelle et politique dans la région parisienne, mais est-ce qu'on peut la considérer comme une néo-rurale ou un retour au pays? La question aussi des identités, moi je suis né à Nogent-sur-Marne, il y a 40 ans j'ai racheté à la SAFER un corps de ferme dont il ne savait que faire, et comme j'étais vaillant à cette époque-là, on l'a retapé, et on a vieilli avec les gens, même si on n'y habitait pas d'une manière permanente, mais c'est la question aussi des nouvelles populations qui arrivent à 60 ans, mais qui n'ont pas de racines locales, et là, ça peut exacerber des problématiques. Et c'était peut-être le cas de la maire de Jansiou, qui avait un cliché de représentativité qui n'était peut-être pas de la ruralité. C'est un peu la négation du citoyen, pardon. Ces histoires de néo-ruraux et de natifs. Oui, moi je voulais poser une question très précise. Je n'ai jamais trop compris. Dans la coopérative, parce que par rapport au SCOP, pour revenir au SCOP, est-ce qu'il y a quelque chose d'ouvrier dans les coopératives? Vous parlez des SCOP? Non, je parle. Oui, les SCOP, c'est complètement ouvrier, c'est gestionnaire, c'est vraiment. C'est ouvrier. Du reste, ça s'appelait. La loi de 47 appelle ça la société coopérative ouvrière de production. Mais en 2014, il y a eu une loi, la loi ESS, qui a enlevé le mot ouvrière. Peut-être parce que ça faisait un peu ringard, mais aussi parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les SCOP, elles sont comme le monde du travail en général, il a évolué. Et il y a moins d'ouvriers au sens premier du terme dans les coopératives. Il y a beaucoup de SCOP de services. Non, mais je parle des coopératives, leur fonctionnement. Ouais. C'est pas du tout ouvrier, ça n'a rien à voir avec les SCOP. On voit des coopératives partout. Oui, vous avez des coopératives d'artisans, des coopératives de consommateurs, vous avez des coopératives d'agriculteurs. Même en politique, maintenant. Hein? Même en politique. Ah oui, il y a même la coopérative. C'est laquelle? C'est quoi? Je me rappelle même plus ce que c'est. Oh, c'est un journal que certains d'entre vous m'ont souvent vu lire, qui s'appelle Cerise, et c'est devenu une coopérative. Ah oui, un petit La question des SIC aussi, elle rentre en ligne de compte. Est-ce que c'est une évolution ou une régression, la SIC? Parce que ça fait rentrer dans le tour de table des collectivités. Possiblement. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Il y a 17 ou 18 types de coopératives. Oui, qui n'ont pas forcément du tout l'esprit des SCOP.
Ah bah l'Imagran, Qui n'ont rien à voir. Tout à fait. Qui n'ont rien à voir. l'Imagran, il est plus, hein, même si c'est une scope. La Banque populaire, Le crédit Le Crédit Agricole. le Crédit Agricole. Allez, ceux qui n'ont rien dit parlent. Alors si vous ne parlez pas, je prends par l'ordre alphabétique. Le premier, c'est Boyer. Jacques. Le deuxième, c'est Coffin. Non, j'étais avant, hein, je te signale. Ah, tu peux pas. Le preneur d'image doit... Si, ce que je peux aussi dire par rapport à toutes ces questions-là, et toujours par rapport au pouvoir des habitants, on a renoué avec une époque, à la fin des années 70 et début des années 80, où il y a une association locale qui faisait des fêtes annuelles. Alors on a fait 10 pendant, donc 9 ou 10 pendant 10 ans, qui s'appelait les Fêtes des Plateaux, parce que l'association s'appelait les Plateaux Limousins. Et c'était une association qui à l'origine avait été créée par des prêtres ouvriers, parce que je parlais tout à l'heure du bastion communisme rural que représentait la Haute-Corrèze, mais on était une zone dite déchristianisée, ce qui était le cas. C'est les prêtres de la Mission de France qui sont venus s'installer là. Alors c'était des prêtres ouvriers. Moi j'en connaissais un avec qui on a fait plein de choses, qui était électricien à Jonsiou. Évidemment c'était des gens qui se retrouvaient beaucoup plus proches de toutes nos initiatives ici que des ouailles qui fréquentaient encore l'église. Je me rappelle du prêtre de Père-Levade qui est à l'initiative de la télé locale, Télé Mille Vaches. Il est arrivé et il y a les vacanciers parisiens qui lui demandaient pour la Saint-Hubert la bénédiction des chiens. Alors lui, il leur a dit, mais non, c'est pas possible, je ne vais pas vous bénir les chiens. Si vous voulez, on fait une messe à la chapelle du Rat, ça se passait là. Alors du coup, les rares ouailles qu'il avait encore, ou les rares personnes qui fréquentaient encore plus ou moins l'église, étaient plutôt en bisbille avec lui. Enfin bref. Il y avait ces fêtes qui étaient des moments, c'était une fête, mais c'était des lieux de discussion, de débat, d'exposition sur des thèmes différents, qui fait que ça réunissait tous les gens un peu actifs du territoire, mais ça réunissait aussi les gens qui venaient parce que c'était la fête. Et ça, c'était un moment qui était assez intéressant. Moi, quand je suis arrivé la première fois, on m'a dit, si tu veux voir ce qui se passe sur le plateau, comprendre, rencontrer plein de gens, il faut que tu ailles à la fête des plateaux, effectivement. Et du coup, dans la dynamique qu'on avait commencé avec ça, dans les propositions qu'on a faites, il y avait une qui était de faire une fête annuelle ou je sais pas quoi, ce qu'on a fait. Et donc depuis 2015, il y a la fête de la montagne limousine qui réunit sur 2 jours et demi tous les gens qui sont actifs sur le territoire. Et à chaque fois, on le fait dans un village différent, dans une commune différente, ce qui permet là de rencontrer, enfin de faire que ce ne soit pas qu'une fête dans l'entre-soi. Parce que ça, c'est quand même un risque, vous voyez, enfin un risque, et ça existe aussi, il faut bien le reconnaître. C'est vrai que c'est facile de monter une asso, de réfléchir avec des gens qui ont l'habitude de tout ça. Et donc, ça a lieu la semaine prochaine, à Péral-Château. Donc là, j'ai amené 2-3 programmes. Alors, je n'amène pas ça pour que vous veniez à la fête, mais j'ai amené ça, vous pourrez regarder le programme, pour vous montrer un petit peu, voilà, un autre type d'action qui est l'occasion de à nouveau rassembler des gens, rassembler des habitants, pour en faire à la fois un lieu de fête, mais aussi un lieu de débat et de réflexion. Et pour la petite histoire et pour rebondir sur ce qu'on disait, on termine avec une plénière le dimanche de 16h30 à 18h30 qu'on a appelé Plateau au bord de la crise de nerfs, qu'on veut faire autour de ces questions des tensions instrumentalisées ou pas, mais aussi réelles. Voilà, alors on s'est dit, allez, on joue le jeu, on prend ça par le taureau, par les cornes et on va discuter de ça. Voilà, et ça, à la fois c'est le moyen de revoir plein de gens qu'on ne voit pas toute l'année parce qu'il y a tellement de choses, on n'est pas partout, mais aussi c'est un moyen, même si c'est pas gagné d'avance à chaque fois,
mais de faire que les gens qui viennent, qui rencontrent, c'est pas toujours le même profil de militants, d'activistes ou d'une certaine. Un moment de publicité, le samedi à S'il vous 18h. plaît, s'il vous plaît, une seconde. Oui. Bon, Pierre ne voulait pas me donner la parole. Non, sur deux points. D'abord, sur la question des néo-ruraux, etc. Bon, vous parliez de l'initiative que vous aviez fait de faire ce livre où vous avez interrogé des gens, bon, etc. Mais il y a eu la même chose à Monvic. À Monvic, il y a eu la compagne de Jean-Michel Vallée, donc Catherine Toyer, qui a fait un livre qui s'appelle Le Village. Eh bien, ils sont venus à Faux-la-Montagne, figurez-vous, et on les avait invités pour qu'ils nous parlent de ça. Voilà. Et ils sont venus à un festival avec leurs livres présentés, etc. Oui. Alors, je ne sais pas si ça a eu de l'influence sur ensuite qui s'est créé à Besnay et non pas à Monvic, mais c'est dans le même ex-bassin minier. Et justement, cette histoire de fête, là, la mine qui était là le 4 juillet, ils ont fait, qui a été créée par l'association Assolus, ils ont fait une fête l'autre jour. C'était quand? C'était samedi dernier. Moi, j'ai pas pu y aller. J'étais un peu HS à ce moment-là. J'ai pas pu y aller. Mais voilà un autre élément qui permet de créer du lien localement, où les gens discutent, etc. Alors que dans l'épicerie elle-même, on discute moins. Tandis que sur le marché, par exemple, qu'ils ont créé, et donc maintenant dans cette fête, c'est un élément qui peut permettre de... Et quelqu'un me disait, mais la mine, on ne peut pas considérer que c'est en fait un déjà là, parce que la population elle-même ne se l'est pas appropriée. En fait, ceux qui ont créé, qui ont repris en main la mine, ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs. Par exemple, Nathalie Krakowiak, elle vient du Midi, je ne sais plus de quelle région, de Cannes, vers Cannes, etc. Et elle n'est pas originaire du coin. Et les gens de Besnay, eux-mêmes, n'ont pas pris en charge les choses. Ils sont clients de la mine, ils sont de l'épicerie, etc. Mais ils ne sont pas... les bénévoles, ce n'est pas des Besnétois, ou à part Nathalie qui habite maintenant à Besnay, juste à côté de la mine, les autres, ce sont des gens qui viennent d'autres villages ailleurs. Et les gens de Besnay ne sont pas vraiment appropriés cette question. Deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport à ma petite fille. Pas celle dont je vous parle tout le temps, une autre qui vient de finir ses études. Elle a fait ingénieur, puis après elle a été faire à Liège des études d'architecte. Et par le livre de Michel Oriot-Sarcey, Le réveil de l'utopie, puis le dernier, L'émancipation entravée, qui nous a permis de découvrir Ambiance Bois, à moins que tu l'avais découvert avant, Pierre, mais bon. Et je lui ai donné ce livre à ma petite fille, donc qui a 24 ans, et elle est très intéressée, parce qu'elle est architecte, elle est intéressée par les constructions en bois. Ben, j'ai dit, contacte Michel Lullet qui vient à la rencontre. Alors je ne sais pas si elle va le faire ou pas, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle fait partie d'une génération qui ne veut plus faire d'enfants. Et ça, par rapport au rapport personne âgée, personne en creuse, même si elle vient, bon, ça peut être un problème. Voilà ce que je vais donner comme témoignage. Oui, juste une remarque, moi, puisque si tu veux, sur l'intérêt de l'organisation de la fête, il y a aussi les gens du coin, et il y a les gens qui ne sont pas du coin, mais qui réfléchissent, et c'est pour ça que je voulais citer, tu as cité la réunion finale de la fête de la montagne limousine, mais moi je voulais te citer samedi soir à 18h. Il y a une réflexion qui va se mener, à laquelle tu as participé il y a déjà quelques années dans la première réunion des États généraux du post-urbain à Ned. Alors c'est vrai que la montagne limousine n'est pas dans cette... Le syndicat de la montagne limousine est en réflexion. Alors certains en disant, bon, ben, ces états généraux du post-urbain, qu'est-ce que ça va créer dans les territoires de la ruralité? C'est la question qui se pose dans les Combrailles, c'est la question
que vous n'avez pas à vous poser, puisque vous êtes quand même une certaine réussite de l'exil urbain. Vous êtes quand même des gens issus de l'urbain qui sont venus dans la ruralité, et vous n'avez pas attendu qu'un géographe vous tienne la bonne parole et le bon chemin. Mais au jour d'aujourd'hui, la question de la métropolisation, elle est quand même très importante sur la question écologique. Est-ce que les métropoles vont être des territoires vivables? Est-ce que demain, la minéralisation des grandes villes, parce que bon, les métropoles ont été aussi des lots de consommation pour certaines capitales régionales pour les mettre dans le circuit de la métropolisation. Bon, la métropolisation, à Paris, elle est de fait, à Lyon, elle se construit, à Marseille, elle existe en partie, mais la première métropole qui s'est faite, c'était dans la région niçoise. Et est-ce qu'elle était à cette époque-là à taille humaine? Mais est-ce que demain, la métropolisation va faire que l'exode urbain va se fédérer? Parce que la problématique dans nos territoires, c'est la question de l'emploi. La question de l'emploi, vous l'avez trouvé. La question industrielle, c'est aussi une problématique. Dans les Combrailles, au nord des Combrailles, il y a encore une tradition ouvrière avec Saint-Éloi-les-Mines. Et c'est pour ça que cette région est beaucoup plus progressiste que les Combrailles du Sud, qui vont jusqu'à Gien. Et la particularité des Combrailles, c'est qu'il y en a une partie dans la Creuse, il y en a une partie dans le Puy-de-Dôme, et il y en a une partie dans l'Allier. Est-ce que demain, à l'exemple de ce que vous êtes sur 3 aussi départements, est-ce que demain, il va falloir réfléchir à des bassins de vie différents, mais basés plus sur l'écologie, peut-être que sur les circonscriptions administratives? Je vais juste rebondir sur une des choses qui a été dite là, c'est la question de l'emploi. Et en fait, si on regarde les gens qui viennent s'installer, ils ne viennent pas parce qu'ils ont trouvé du travail, ils viennent parce qu'ils ont envie de venir habiter sur un territoire où il se passe des choses. Et la question de l'emploi est secondaire. Et il n'y a pas que sur le plateau de Millevaches, enfin, il y a un certain nombre de personnes qui observent un peu ce qui se passe dans le monde rural et qui observent que le choix de l'habitat, je dirais traditionnellement avant, c'était le travail qui définissait l'habitat. Et là, on voit que dans certains endroits, c'est l'habitat qui précède le choix du travail. Et moi, j'ai des tas d'exemples de gens sur Faux, je vois, qui arrivent. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont trouvé du travail. Alors, il y en a certains qui ont un travail qui peut se faire un peu n'importe où aujourd'hui, qui circulent, etc. Très bien. Mais il y en a, ben voilà, ils arrivent, ils s'installent. Au bout de 3 mois ou 6 mois, ils trouvent un petit job dans une asso, et puis ils réfléchissent sur un truc, et puis hop, ils créent leur activité, ou ils rejoignent un truc qui existe déjà et qui s'amplifie un petit peu. Mais ça veut dire que le modèle de développement, il n'est plus du tout celui de l'entreprise qui arrive et qui va offrir 50 emplois d'un coup. Alors ça existe un peu sur notre territoire avec tout ce qui est le médico-social. Quand vous avez un établissement avec 180 enfants handicapés, ça veut dire qu'il y a 180 personnes qui y travaillent. C'est à peu près le ratio. Mais il y a eu alors là encore, c'est une chose qui a exacerbé quelques conflits. Il y a eu sur la commune de Vian, juste à côté de Buja, c'est dans la partie corrézienne du plateau de Millevaches, un entrepreneur, un entrepreneur qui a voulu faire une entreprise pour faire du pelé. Vous voyez, du pelé carbonisé. Alors c'était toute une technique pour à partir de déchets de bois. Donc l'idée paraît séduisante comme ça. Pour alimenter les chaufferies, en particulier de la région parisienne. Les grosses chaufferies de ville, enfin de trucs. Bon, le projet a été très vite critiqué par un certain nombre de personnes, et pas seulement par les écolos. La filière bois avait le cul entre deux chaises,
Parce qu'en gros, il rayonnait sur un rayon de 80 km autour, c'est-à-dire 160 km de diamètre, c'était énorme. Donc, tout le plateau de Millevaches était concerné, ça le débordait beaucoup. Soi-disant dans son plan de truc pour récupérer les souches qui n'étaient pas utilisées. Donc ça paraissait une bonne idée comme ça. Sauf que, alors il y a plein de choses. D'abord, les géologues vous disent qu'il faut laisser un certain nombre de choses dans le sol, etc. Mais aussi qu'ils allaient avoir besoin d'une ressource supplémentaire. Ça allait forcément déstabiliser la filière, et y compris au sein de la filière, même si elle ne pouvait pas le dire, et si elle ne se positionnait pas contre, c'était très critiqué. Bon, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais il y a eu une espèce d'opposition qui s'est créée entre, en gros, les gens qui ont critiqué ce projet et puis ceux qui le défendaient. Et ceux qui le défendaient, parmi eux, il y avait quelques communes, entre autres les communes dans lesquelles ils proposaient de s'installer, et un des gros arguments, c'était de dire ça va créer de l'emploi. Il y avait 15 emplois, 18 ou 22 selon les différentes versions. Donc on n'a jamais trop su combien il y aurait d'emplois. Bon, c'est des emplois de manutention, de manœuvre pour faire marcher ça. Mais c'est, allez, on va dire 20 emplois. Mais si vous regardez tous les gens qui s'installent, c'est pas 20 emplois. D'abord c'est 1. Puis ensuite là c'est 2. Puis là c'est 3. Puis là c'est à nouveau 1. Puis là c'est 2. Puis là c'est 3. Au final, mais on a multiplié par 4, 5, 6 le nombre d'emplois qui auraient été créés par cette entreprise. Ce qui veut dire que le modèle de développement aujourd'hui, enfin, que moi je suis amené à défendre sur un territoire rural comme celui-là, c'est sûrement pas alors l'usine qui va soi-disant miraculeusement créer 15 emplois, parce que c'est plutôt cette espèce de génération inventive, d'activités nombreuses, variées, qui sont parfois liées au territoire, hein, mais qui parfois sont déconnectées du territoire parce que c'est des métiers ou des activités qui peuvent se faire ici comme ailleurs. Et bon, ce projet n'a pas eu lieu d'une part parce que la Caisse des dépôts qui a au début été branchée dedans a retiré ses billes quand elle a vu que le projet était quand même bancal. Et puis le mec qui portait ce projet, il avait déjà fait faillite sur un autre truc, enfin c'était un peu foireux tout ça, donc ça s'est pas fait. Et le tribunal administratif au final a donné le coup de massue final, mais c'était déjà acté qu'il ne se ferait pas parce qu'ils n'avaient pas respecté les procédures et tout ça. Mais je trouve que cet exemple-là montre bien que si on veut qu'il se passe quelque chose sur un territoire hyper rural, comme on dit maintenant, comme le nôtre, eh bien, c'est pas ce modèle de développement-là, celui-là, il est dépassé d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un bon projet d'entreprise avec 30 emplois d'un coup, hein, c'est pas ça que je dis. Mais quand on regarde ce qui se passe sur le territoire, c'est pas ça qui fait de l'emploi aujourd'hui. Vous avez dit à un moment donné dans votre exposé que ce qu'on veut, c'est que les gens qui rentrent dans la SAPO, par exemple, ou la SCOP, ils s'intéressent à l'entreprise. Hein. Donc, avec le recul que vous avez, qui est quand même assez long, si j'ai bien enregistré, ça doit faire à peu près 40 ans. 35. 35, bon. En 35. C'est pas mal, 35. Est-ce que vous avez vu une évolution de la part des gens qui sont rentrés en tant que coopérateurs ou je ne sais pas comment on appelle ça, quant à l'idée de devenir acteur dans l'entreprise, moteur, etc., et pas simplement salarié. Je ne sais pas si c'est clair ma question. Oui, tout à fait. Alors, c'est difficile de répondre parce que la règle, c'est qu'il fallait accepter le fonctionnement coopératif pour rentrer. Mais j'ai une personne en tête, hein, qui est là pratiquement depuis le début, et qui est encore du reste, qui est du reste quelqu'un du village, hein, qui était un natif,
qui était jeune donc à l'époque et qui est venu bosser avec nous parce qu'on avait besoin, donc on lui a expliqué comment fonctionnait et puis il s'est mis dans le fond. Mais c'était un fonctionnement qui n'était pas du tout dans ses habitudes, dans sa culture, dans ces trucs-là. Donc c'est quelqu'un qui a pris sa place petit à petit, mais de manière beaucoup plus lente que... mais je veux dire, maintenant, voilà, ça fait 30 ans qu'il y a trouvé sa place et c'est que les collègues, ça marche dans les deux sens. Donc je pense que ces fonctionnements-là, en fait, ils sont ouverts potentiellement à tout le monde. Et je veux dire, il ne faut pas être bac plus 5 pour que ça fonctionne. Il faut juste le vouloir et puis trouver son intérêt, quoi. Après, ça veut dire qu'il faut, dans l'organisation, ça c'est des choses un peu qu'on a expérimentées, c'est qu'il faut, vous voyez, quand la culture de l'Assemblée Générale, de la discussion, il y a des gens qui sont tout à fait à l'aise. Bon, l'exemple que je vous cite, lui, il ne parle jamais en Assemblée Générale. Enfin, maintenant, oui, un petit peu plus, parce que, voilà. Mais au début, non. Mais du coup, il faut être conscient de ça. Parce que l'Assemblée Générale est terminée, on va boire un café, on discute, puis lui, il va dire à un, comme ça, ouais, mais là, je crois que moi, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Vous voyez? Alors ça, il faut, voilà. Fonctionner en collectif et en coopération, ça veut dire qu'il ne faut pas seulement rester aux règles qu'on se donne. Bien sûr, il y a des règles, mais il faut aussi des fois avoir une petite écoute. Bon, peut-être qu'il a raison. Et puis à la réunion suivante, il y a un tel, il m'a dit que finalement, ce serait peut-être pas une bonne idée, j'y ai réfléchi, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, vous voyez, c'est un travail aussi qu'il faut être capable de faire. On a discuté du mot tout à l'heure, vous préfériez habitant qu'à citoyen, mais c'est l'inévitable transformation du citoyen, cette démarche. On nous apprend le contraire aujourd'hui. Travaillez, rapportez, taisez-vous, rentrez chez vous. On nous apprend l'individualisme, on nous apprend le chacun pour soi. Moi, je trouve que 30 ans, c'est pas long, finalement. Parce que pour changer ce que 2 siècles de capitalisme ont défait, ça va falloir du temps, mais il va falloir beaucoup, beaucoup de temps. Mais c'est pas une raison pour pas s'y attaquer. Et en plus, je dirais que c'est un cap impossible, parce que le capitalisme, il sera toujours plus fort. Et à un moment donné, il sera tellement fort que les hommes, ils vont être à plat à un moment donné. Parce que vous voulez battre le capitalisme, mais le capitalisme sera toujours plus fort que le simple citoyen. Voilà un futur retraité qui est optimiste. Hein. Je garantis, ça, avec lui, on va aller se coucher, boire un litre de rouge et on dormira bien. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, je suis un petit peu plus optimiste, mais il ne faut pas sous-estimer, on le sait, la capacité du capitalisme à réinventer toujours de nouvelles choses. Notre fille travaille chez Thales. Thales, tout le monde connaît, dans le monde entier, c'est un bureau d'études. Arrête, on va débattre tous les deux de la première partie. Oui. D'accord. Bien sûr qu'il a raison. Aujourd'hui, le capitalisme s'arme de différentes façons pour faire face à une situation. Quel est son adversaire principal? Les partis politiques? Non. Les syndicats? Non. Le peuple français? Oui. Et comme c'est le cas depuis au moins 2 à 3 siècles, la peur de la bourgeoisie, puis du capitalisme, c'est que le peuple prenne les affaires en main. Et une des tâches premières, c'est pas de... On pense toujours gagner de l'argent, la vie pour économie, oui, mais c'est d'abord de museler le peuple. Or, si tu dis avec notre futur retraité, mais qui est déjà presque retraité, il a un peu raison, comment faire, etc. Absolument d'accord. Moi, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, j'ai cette prétention. Et j'en ai été de cette partie-là. Je ne crois plus que les partis politiques et les syndicats renverseront le capitalisme. C'est le peuple qui le renversera. Je ne nie pas le rôle des partis, pas celui d'aujourd'hui, des partis politiques et des syndicats. Cette force, elle viendra de nous. Les exemples donnés, je peux dire Michel, les exemples donnés par Michel, même s'ils sont qu'à l'échelle du petit plateau de 1000 vaches et que seulement 25 ou 26 salariés, mais c'est éclairant pour moi. Ne partagez pas. Je suis
très heureux de cette soirée parce que, comme tu le dis, à partir d'un petit exemple, on prend conscience de cette capacité. Or, le peuple sera toujours plus fort que le capitalisme. Dès l'instant où il prend conscience de sa force et des possibilités de jouer pleinement son rôle. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Mais je voulais citer un exemple pour éclairer justement cette imagination du capitalisme. Donc notre fille travaille chez Thales, énorme bureau d'études internationalement connu. Et alors ils ont inventé une notion, mais en fait je pense que c'est le capitalisme qui l'a inventé un peu partout dans l'entreprise. Maintenant, il faut être proactif. Dans les entreprises, il faut être proactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à toi de trouver le travail que tu as à faire. Mais gare à toi si tu ne le trouves pas. Tu te retrouveras au placard et puis dirais. Mais c'est incroyable, mais c'est rentré dans l'entreprise. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut plus se plaindre de ne pas avoir de travail, parce que on parle du burn-out, mais le burn-out est quelque chose d'énorme. Il y a des tas de gens qui sont au placard, payés à ne rien faire, qui dépriment, et puis qui finissent par s'en aller. C'est une technique. Donc on a inventé, mais c'est une notion qui est diffusée dans l'entreprise, être proactif. Tu te plains, c'est à toi de trouver la solution à ton problème, et si tu ne la trouves pas, tu iras dehors. C'est incroyable. Oui, moi je voudrais juste une question que je me pose, j'ai pas la réponse, c'est qu'il semblerait quand même qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui aient du mal actuellement à recruter et qu'il y a plein de gens qui sont, on va dire, dans la nature. Des gens formés, des gens diplômés, des gens qui ont travaillé dans le domaine de l'éducation, de la santé, dans des tas de domaines, avec des qualifications. Et apparemment, ils n'ont plus envie de travailler dans le monde du salariat. Alors le salariat, c'est le contrat, ça veut dire l'asservissement à des règles, à un système, y compris de management, etc. Et je me dis, ces gens-là, j'aimerais bien en rencontrer, parce que je me dis, qu'est-ce qui les a dégoûtés de cette vie-là? Pourquoi ils vivent, comment ils vivent, de quoi, comment? Parce que je me dis, il y a peut-être aussi le levain d'alternatives qu'on n'a pas su repérer, des gens qui ne se retrouvent pas certainement dans les activités syndicales, des gens qui croient plus en rien, je ne sais pas. Mais voilà, ça c'est une question qui me trotte quand même depuis un moment. Et c'est la suite du Covid. Enfin, il semblerait que ce mouvement-là se soit amorcé après la fin des confinements, etc. En tout cas, accélérer, je dirais pas accélérer, amorcer, parce que je pense que c'est plus profond que ça. Oui. Mais... Et des gens diplômés. J'ai vu récemment que, vous savez, quand Sarkozy disait travailler plus pour gagner plus, qu'à peu près 60% des Français étaient d'accord avec ça. Il y a eu un sondage là récemment où le même pourcentage de Français étaient d'accord, souhaitaient travailler moins, même si ça voulait dire gagner un peu moins. Et je pense que là, après c'est difficile de présager de ce qu'on observe, mais vous voyez là l'histoire des déserteurs, là, on a beaucoup parlé là de grandes écoles qui ont dit nous on va pas faire un boulot de merde comme vous nous proposez, etc. Et puis effectivement, moi je vois même, y compris mes enfants, mais j'ai 2 garçons qui ont entre 22 et 25 ans, et leurs amis, effectivement, ils sont avec d'autres références. Et du coup, par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, il y a un autre élément, par exemple, et on l'a partagé avec d'autres initiatives, d'autres entreprises du réseau repas. Par exemple, on voit que les jeunes, et ça, je pense que ça va un écho aussi avec eux, ils sont prêts à s'engager, mais ils disent « Ah oui, moi je vais m'engager, pas de problème, sur 3 ans, quoi. » Alors ça, c'est une différence, je crois qu'il n'y a pas que nous qui l'avons observé. Ça veut dire aussi que c'est une question, le travail n'apporte pas suffisamment de sens ou d'intérêt pour qu'on dise qu'on va s'y consacrer principalement et toute sa vie, quoi. Donc on va faire ça, mais on a envie de faire autre chose. Il y a des choses qui bougent là. Dans une coopérative ou une scope, il faut quand même avoir des convictions, moi il me semble, chevillées et un minimum d'idéal. Non, je me trompe?
Oui, je pense qu'il faut avoir la Donc volonté. ça s'apprend pas comme ça. Non. C'est pas inné, je veux dire. Et tout le problème, il est là. Et c'est tant de s'y mettre. Hein. Est-ce que je dis aussi en Et même c'est temps tant de s'y mettre. Oui, mais C'est moi la je suis à fond grande pour ça, bataille. et je l'ai vécu C'est la aussi. plus grande Mais- bataille qu'on puisse mener. Parce que cet idéal peut conduire à une résistance au mauvais coup, mais ça serait, c'est ce qui se passe en ce moment, tellement insuffisant, mais elle peut conduire à dire, mais on veut autre chose. C'est ça, c'est une grande bataille idéologique. Il n'était pas bête et il ne se trompait pas, le Gattaz, quand il a dit un jour, c'est ma classe qui a gagné la bataille idéologique. Bien sûr. C'est celle-là que nous menons à l'atelier qu'il faut continuer, personnellement, je rêverais de voir se développer dans tant de partis et de syndicats. Pardon, je voulais dire... Non, c'est pas à toi, c'est à notre ami là-bas. Bon, je m'appelle Jean. Je suis d'un secteur professionnel où il y a eu beaucoup de coopératives. L'imprimerie. Et aussi, après-guerre, beaucoup de coopératives dans le bâtiment se sont créées pour la reconstruction. Bon, il y a de multiples exemples de coopératives qui n'ont pas toutes perduré, que ce soit dans l'imprimerie ou que ce soit dans le bâtiment. Mais le système coopératif, il a connu aussi des jours heureux. Et sur la question de l'emploi, hier a démarré à l'Assemblée nationale France Travail, dont la Creuse est un département d'expérimentation. Alors, ce débat n'est pas dans le programme de la fête, la question de l'emploi, mais à un moment ou à un autre, on va essayer d'avoir des témoignages, dont celui de la députée, qui est aussi sur ce débat, au niveau de l'Assemblée nationale, sur ce que demain, qu'est-ce que va être France Travail. Le constat qu'on peut faire, j'ai posé la question à quelques camarades qui sont au RSA. Alors, ça va vous choquer, parce que dans les RSA, il y a le RSA subi, et il y a des fois, il y a le RSA choisi. Alors, est-ce que c'est une... Et j'ai pas l'impression de porter un jugement avec ça. Mais ça permet aussi à certaines personnes sur certains territoires, parce que la question de la mobilité sur laquelle vous avez travaillé se pose aussi beaucoup. Et quelquefois, on voit que les bailleurs sociaux, pour exporter leurs familles en difficulté, qui viennent s'installer sur les territoires, les mettent, par exemple chez moi à Villosange, les mettent dans un bâtiment qui appartient à l'Office du Puy-de-Dôme, en sachant pertinemment, ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas de voiture, ils seront un peu assignés à résidence. Sur la question du peuple, parce que le peuple, c'est pas que la classe ouvrière. Hein. Dans le peuple, il y a la bourgeoisie, hein, je crois, savoir. Moi, j'ai été syndicaliste, délégué syndical dans une multinationale du matériel d'imprimerie. La question du management, je pensais que quand on a été repris par les Allemands, on allait avoir la codécision. Eh ben non, on a eu le management à l'américaine. Et ce soir-là, je suis passé devant l'usine Safran. Ça m'a très impressionné en disant, mais ça, c'est l'employeur principal, peut-être avec l'hôpital de Montluçon, mais Safran, c'est l'ancienne Sagem. C'est à l'est, au-dessus. Et c'est à l'est au-dessus. Comme demain, Il fabrique des drones. dans les Combrailles, Aubert et Duval, qui appartenait à Eramet, maintenant est passé sous le contrôle de l'industrie d'aviation. Merci. On va penser à arrêter. Juste, T'as 3 secondes. 3 secondes. je veux dire, les médias, vous appuyez sur un bouton, le capitaliste, il rentre à pleine porte. C'est-à-dire que quand vous écoutez les informations sur la 3, la 2, la 15, la 20, la 40, vous appuyez sur le bouton, vous avez directement l'information capitaliste qui rentre dans les chaudières et vous ne pouvez
pouvez pas enlever ce chemin-là. Il faudrait supprimer la télé, mais on n'est pas prêt à supprimer la télé. Si vous êtes d'accord, on arrête. Deuxième accord, seriez-vous en partage avec moi pour remercier chaleureusement Michel Hullet? Bien sûr. Et c'est pas une flatterie. Comment vous vous êtes échappé tout à l'heure? Vous avez dit qu'il était un peu leader là-bas, c'est ça? Acteur. Merci infiniment. Il est venu du plateau ce soir, et une fois que nous l'aurons restauré un peu, et qu'il ait fait le plein de sa voiture, il retournera dans son plateau. J'ai bien dit qu'il existait des hôtels. 1h30, ça fait 1h30. Voilà, merci encore une fois à vous. Un petit clin d'œil vite fait sur les temps à venir. 18 octobre, dans cette salle même, nous recevrons la même démarche que vous. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est Longo Mai. Longo Mai. Qui doit dire, si on traduit, pourvu que ça dure, quelque chose comme ça. Voilà. Là, c'est un vaste réseau coopératif en France, en Autriche, en Allemagne, en Suisse, au Costa Rica et je crois bien aussi en Ukraine. Le X novembre, nous recevrons, après avoir eu une première rencontre, Gérard Blanchet y a fait allusion, le 4 juillet, avec la mine de Besnay, une association qui a créé une épicerie et un marché public, avec une association de bondaliers qui anime la commune au plan historique du présent, etc. Et avec une association que vous connaissez tous qui a créé les Soudici, monnaie locale. Nous allons élargir au niveau du département. Michel Hullet n'aurait pas dû venir ce soir, il aurait dû venir plus tard et on aurait fait venir le département. C'est la faute à Michel Hullet, dans lequel elle nous a prêté 3 ou 4 pages de son livre de Michel Riot-Sarcé, que je vous recommande vivement. On mélange un peu le régional, l'interrégional. En novembre, on reçoit le départemental. Qui c'est qui a une scope à la Vaux-Sainte-Anne? Jackie Michon. On sous-estime aussi ces petits exemples essaimés. Deuxième, c'est ça? Il mettait la clé, les sarrions. On reprend scope. Citez-moi une scope de Montluçon. SMGM. Pardon? SMGM, non? La SMGM. J'en suis pas sûr. Ah, t'en es moins sûr maintenant. C'est toi qui m'avais informé. RMB. Maintenant, RMB. Donc en novembre, on va s'étendre. On a un bon exemple avec, comment il s'appelle, le leader. C'est les deux frères. C'est à toi que je parle. Comment ils s'appellent, ces deux frères? L'un est journaliste à la montagne, l'autre... Vif. Voilà, Bruno Vif. Ils ont monté quelque chose au niveau d'une union de coopératives qui nous semble correspondre à ce que nous faisons ce soir. En décembre, nous recevrons, on l'a dit, Jacques Bidet, philosophe, qui vient d'écrire un livre, « La classe populaire peut-elle gouverner ?» Point d'interrogation. Et maintenant, il faut nous aider. On voudrait continuer en janvier et février. On en parlera en dînant. Je ne voudrais pas qu'on s'allonge trop là-dessus, mais cette idée des lycées autogérés. Ah oui, ça m'intéresse. Dans un domaine de l'enseignement, quand même. Alors, vous nous en direz peut-être plus tout à l'heure. Mais si on est en train de pister, je vous l'ai dit peut-être en introduction, une association, non, je ne crois pas vous l'avoir dit, une ONG nationale et européenne et un peu internationale qui ambitionne de pallier aux carences de l'État dans le domaine de l'éducation, de l'informatique, de la culture, etc. Bon, on commence d'explorer des pistes. Si dans vos lectures, dans vos contacts, dans vos connaissances vous aviez, on est preneur de toute idée. Nous sommes également preneurs si vous décidiez d'adhérer à l'atelier. Ça nous ferait plaisir et ça nous ferait 15 € par mois de plus, alors qu'on tire... Par an. Par an, puisque je t'ai dit par an. Ça nous aiderait un petit peu. Beaucoup. On en a besoin en ce moment. C'est pas trop tard si vous voulez venir dîner avec nous. On va dîner au Victor Hugo, un dîner un peu bourbonnais. Mais comme le voisinage est proche, je ne sais pas si on apprendra grand-chose au niveau culinaire à Michel. Mais on va essayer. C'est où ça?
N'oubliez pas de ranger les chaises parce que nous sommes en scope à l'atelier. Chacun met la main à la pâte et les fenêtres aussi. Et rendez-vous dans cette salle le 18 février avec Longo May. Pas février, Longo May. 18 octobre. 18 octobre, pardon.